Bonsoir à tous, samedi 6 juin, il est 18h, bienvenue dans 7 jours BFM. Au sommaire ce soir, le racisme dans la police, à l'origine d'une mobilisation inédite en France. Malgré les interdictions, une manifestation se tient en ce moment place dans la Concorde et aux environs. Au cœur de la colère, la mort d'Adama Traoré il y a 4 ans. Nouveau développement judiciaire hier, comme le demandait la famille, 2 témoins clés vont être auditionnés rapidement par la justice. Reportage et débat dans un instant avec mes invités. Les nuits d'émeutes se sont succédées cette semaine aux États-Unis. À l'origine de cette violence, la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son interpellation par des policiers. La deuxième cérémonie d'hommage doit se dérouler aujourd'hui dans sa ville natale de Caroline du Nord. Nous serons sur place avec Cédric Fesch. 7 jours BFM a reconstitué le tragique déroulement des faits, minute par minute. Et d'ici 20h, vous l'avez compris, nous allons largement consacrer cette émission à cette journée de mobilisation contre le racisme, contre les violences policières. Un peu partout en France, des appels à manifester ont été lancés malgré les interdictions pour cause d'état d'urgence sanitaire. À Paris, notamment, 3 rassemblements ont été annoncés devant l'ambassade des États-Unis et au Champ de Mars, tous interdits. Mais plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la Concorde. Rassemblement également, vous le voyez sur les images des différentes caméras BFM TV, à Lille et à Lyon. Tout s'est déroulé dans le calme. Dans le même temps, aux États-Unis, les manifestations et les cérémonies d'hommage à George Floyd vont se multiplier aujourd'hui, notamment dans sa ville natale de Caroline du Nord. Cédric Fesch, le correspondant de BFM TV, sera sur place. La dépouille de George Floyd a été présentée au public. Mes invités sur le plateau, Anne Toulouse, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-américaine, auteur de Dans la tête de Donald Trump aux éditions Stock. Mohamed Meshmash, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes éducateur de rue, coordinateur de l'association Assez le Feu, coprésident de la coordination des quartiers populaires. Passons-nous par Skype. Denis Jacob, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous également en direct. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT et sur le plateau, le consultant sécurité de BFM TV, Guillaume Fard. Une première question pour vous, Anne Toulouse. Je voulais débuter cette émission par ces 2 images différentes, Paris et la province et les États-Unis. Est-ce que vous faites un lien direct entre ces 2 images ou est-ce que c'est un raccourci selon vous ? Alors, moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on manifeste à Paris pour quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. On a l'impression toujours que les États-Unis sont en permanence sous le regard scrutateur du reste du monde. Alors, je pense que quelque part, c'est bien qu'il y ait une indignation internationale autour de ce genre de choses. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que pour les Américains, enfin ceux qui manifestent aujourd'hui seront certainement réconfortés de voir qu'il y a un écho dans plusieurs pays du monde. Mais en même temps, je dirais que dans ce grand pays de 320 millions d'habitants, qui n'est pas quand même aussi raciste qu'on le dit et qui l'est même beaucoup moins qu'on le prétend, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire « Mais alors, pourquoi nous ? Pourquoi la semaine prochaine ne descendront-ils pas dans la rue pour protester contre le sort, par exemple, des minorités musulmanes en Chine, contre la condition des femmes dans une partie du monde ?» Les Américains ont l'impression d'être toujours des boucs émissaires et tenus à un rôle d'exemplarité qu'ils n'ont pas demandé. Autant pendant la guerre froide, il y avait une sorte d'exportation culturelle, de volonté de projeter le modèle américain. Là, ma peur un peu, c'est que ça renforce le mouvement America First, qui voulait pas dire que l'Amérique domine le monde, mais plutôt qu'on la laisse tranquille, qu'on lui laisse régler ses problèmes. Et Dieu sait qu'ils sont grands, mais ce sont des problèmes qu'il est très difficile de juger de l'extérieur, et je pense qu'on en reparlera plus tard. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Mohamed Meshmash, je vous pose la même question. Vous regardez ces images, ces mobilisations. Alors aux États-Unis, évidemment, les images de la mort absolument atroce de George Floyd, l'affaire Traoré, qui est un révélateur ou qui vient en écho à cette affaire. Comment vous appréhendez ces images de 2 pays différents ? Écoutez, là, ce qu'on voit, j'ai juste envie de vous dire qu'on a aussi manifesté sans attendre que les États-Unis descendent dans la rue pour pouvoir aussi manifester quand il y a eu des injustices. Donc là, il y a... Notamment sur l'affaire Traoré, ça dure depuis 4 ans, il y a eu d'autres manifestations. Sur l'affaire Traoré, mais il y en a eu d'autres. Je veux juste vous rappeler qu'il y a 37 ans, il y avait la marche pour l'égalité contre le racisme, où des jeunes issus de ces quartiers ont marché jusqu'à Paris, tout simplement pour demander qu'une seule chose, c'est d'être égaux en justice et
face à des conditions de vie qui vivaient dans ces quartiers-là. Donc il y a aussi une doctrine où on manifeste assez régulièrement en France quand il y a des injustices, ne serait-ce que les étudiants, quand les ouvriers ne sont pas d'accord avec ce que le patronat voudrait leur imposer. Il y a aussi des manifestations qui sont dans ce sens-là. Et là, typiquement, c'est mort par asphyxie aux États-Unis. Donc il y a quand même eu des morts par asphyxie, notamment en France. Et il n'y en a pas eu qu'un. On a eu, je peux citer énormément d'exemples. Donc il y a eu effectivement un parallèle qui s'est fait automatiquement face à ce qui s'est passé aux États-Unis. Denis Jacob, merci d'être en direct. Quel est, votre sentiment face au parallélisme entre les deux situations, entre les deux pays qui est fait ? Le souci, c'est qu'on fait une comparaison qui est compliquée. Et je dirais, on ne peut pas comparer l'incomparable. Tout simplement déjà parce que aux États-Unis, la police, elle est municipale, qu'elle est sous l'autorité du maire, que les lois sont différentes d'un État à l'autre, alors qu'en France, on a une police nationale, républicaine, qui agit de la même manière partout en France et qui applique les mêmes lois. Alors, on parle de l'affaire Traoré. En plus, ça ne concerne pas la police nationale pour le coup, mais c'est la gendarmerie, effectivement. La gendarmerie, mais on est collègues et les éléments qui sont apportés, moi je connais pas l'affaire, j'ai pas accès au dossier, je connais pas les tenants et les aboutissants. Là, on parle de deux nouveaux témoins qui vont être entendus, donc attendons à nouveau ce qui va se passer par la suite. Mais bon, l'avocat des gendarmes dit clairement que ce qui s'est passé aux États-Unis avec un étouffement sur le cou par le genou du policier qui a duré plus de 8 minutes, c'est pas ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Traoré. Moi, j'attendrai de ce que la justice va dire sur cette affaire. Je trouve juste qu'il y a un décalage entre les actions conduites par la police aux États-Unis et celles qui est conduite en France. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, la police tue à peu près, avec leur arme de service, 1 millier de personnes par an. En France, sauf dans le cas d'affaires criminelles où il y a la légitime défense, mais en France, 0 policier tue une personne avec son arme de service. Donc déjà, par rapport à ça, il faut remettre un peu tout dans son contexte. Alors, dire qu'il y a des violences policières, ou ne pas le dire plutôt, ou dire qu'il n'y aurait pas d'actes de racisme de la part de certains policiers, ce serait être dans le déni. Et nous ne le sommes pas dans le déni. Il faut dire les choses, il y a des dérapages, ces dérapages-là sont signalés, ils font l'objet d'enquêtes, l'administration police prend les sanctions qui doivent être prises, et la justice de la même manière. Donc en plus, la police fait son autocritique depuis plus d'une vingtaine d'années, notamment pour lutter sur ce genre de comportement. Et c'est pour ça qu'il y a eu une politique de recrutement à l'image de la population. Ça fait quelques jours que je reprends cette expression, et elle a été utilisée notamment par les associations de lutte antiraciste Black Blamber. Eh bien, la police, c'est Black Blamber. Il y a même des collègues d'origine asiatique, et on a, depuis une vingtaine d'années, aussi une association de lutte contre les discriminations sur les orientations sexuelles qui s'appelle FLAG, et qui est aujourd'hui reconnue par le ministère de l'Intérieur, et qui intervient dans les écoles de police pour faire de la pédagogie et de la sensibilisation pour lutter contre les discriminations. Denis Jacob, il reste encore beaucoup à faire. Toutes ces problématiques sont extrêmement intéressantes. On va avoir le temps d'en reparler évidemment d'ici la fin de cette édition. Je voudrais qu'on prenne la direction du terrain et pour retrouver Amélie Rosic. Amélie, vous êtes pour BFM TV vers cette place de la Concorde. On l'a vu, il y a eu ce rassemblement royal entre la place de la Concorde et la place de la Madeleine. Désormais, pas sitting plutôt, mais on ne bouge plus. Quelques personnes ont le poing levé et on est toujours dans une atmosphère extrêmement calme depuis le début de ce rassemblement. Oui, les manifestants pacifiques s'expriment tour à tour et sont toujours rassemblés place de la Concorde. Ils viennent tout juste d'observer une minute de silence en hommage à George Floyd, mais plus généralement à tous les Noirs qui meurent dans des affaires de violences policières. Ils ont fait cette minute de silence, puis juste après, ils ont scandé tous en chœur « I can't breathe », je ne peux plus respirer. C'est cette phrase qu'a prononcée George Floyd, cet Américain de 46 ans mort le 25
5 mai dernier pendant plus de 5 minutes alors qu'il avait le genou d'un policier sur sa nuque et ce, avant de mourir. Donc les émotions ici sont assez fortes. Il est question effectivement de ce drame qui s'est déroulé aux États-Unis, mais les manifestants pacifiques sont venus ici aussi pour parler plus généralement de la question du racisme, à la fois aux États-Unis, dans le monde, mais aussi en France. Un racisme pour certains institutionnalisé, que ce soit dans la police, mais aussi dans les autres institutions de la République. Et ce qu'ils avaient envie de dire, une fois encore de manière pacifique, c'est qu'il faut regarder son passé, son histoire en face, notamment celui de la France face au racisme. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, pour pouvoir regarder ensuite l'avenir de manière plus pacifique et surtout d'unité entre tous les peuples et toutes les personnes qui vivent en France. Merci beaucoup Amélie, on vous retrouve évidemment dans un instant pour recueillir des réactions. Les réactions justement, puisque vous le saviez, 3 manifestations avaient été prévues, organisées sur les réseaux sociaux, 3 interdites par la préfecture pour cause d'état d'urgence sanitaire. La caméra de BFM TV a recueilli quelques réactions sur l'un des théâtres de cette manifestation interdite, c'est près de l'ambassade américaine à Paris. Aujourd'hui on est là pour montrer notre colère. Moi je suis là aujourd'hui pour dire que j'ai la rage. J'ai la rage parce que on a été pacifiste, on a chanté, on a dansé, on a dit à tout le monde qu'on aimerait vivre avec vous, on aimerait vivre ensemble, et ça marche pas. C'est pas un fantasme. Moi, je grandis ici. Je suis allée tous les jours à l'école où il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Quand je suis sortie de l'école, que je suis allée chercher un emploi, que je suis allée chercher un appartement, on m'a fermé la porte au nez. Mohamed Mechma, je vais essayer de résumer la situation. Il y a eu la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a résonné particulièrement en France avec la mobilisation du comité Amara Traoré, décédé il y a presque 4 ans. Et désormais, on l'entend très bien aujourd'hui. Ce sont des revendications beaucoup plus larges sur la situation des personnes de couleur, les Noirs en l'occurrence. En France, on sent bien qu'il y a cette colère, ce sentiment d'être stigmatisé, ostracisé ou mis de côté. Oui, mais tout à fait, mais c'est un malaise plus profond, je veux dire. On remonte en arrière, on est à 40 ans de la politique de la ville. Il fut un temps où on a essayé tout simplement de mettre une catégorie de population tous au même endroit. Et on a simplement pensé à oublier de mettre aussi les services publics qui vont avec. Je vais vous faire la réponse que vous ferez certains politiques qui pourraient dire que les plans pour la ville, il y en a eu des dizaines, que des milliards ont été mis sur la table et que ça ne suffit pas. Mais excusez-moi, mais encore une fois... C'est pas l'opinion, je sais que c'est quelque chose qui revient bien régulièrement. sûr, mais ces habitants ne demandent qu'une chose, c'est d'être pas traités comme une exception, mais de pouvoir rentrer dans du droit commun comme les autres, pas plus, pas moins. Leur vie, ma vie, ne valent pas moins que les autres. Donc tout ce qu'on demande, tout simplement, c'est de pouvoir avoir une école digne, la possibilité d'avoir des services de santé dignes, la possibilité de pouvoir avoir des logements dignes, enfin tout ce qui va avec, quoi, je veux dire, pour pouvoir effectivement se sentir citoyen à part entière et pas citoyen à part. Et on a le sentiment, malheureusement, que dans ces territoires, il y a beaucoup de gens qui, clairement, et la 4e génération qui arrive, est totalement déçue quand elle voit ses aînés, leurs parents, leur père, leur mère, être bac plus 5, plus 6, qui au moment d'aller chercher du travail se retrouvent mine de rien caissière, chauffeur-livreur. Donc quelle image on renvoie à cette 4e génération qui, elle, a pensé que leurs parents ont cru à l'école de la République et qui finalement se sont retrouvés sur le côté, quoi. Donc à partir de là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors à quand ce vrai Grenelle pour parler, encore une fois, des causes et pas que des conséquences, parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on discute des conséquences, mais on ne va pas réellement chercher les causes profondes. Et ça fait quand même, pour ma part, ça fait plus de 20 ans qu'on est venu avec des propositions, avec des choses qui clairement remontaient du terrain. C'est-à-dire que ceux qui pensent subir les choses avaient des choses à dire. On les a portées. Malheureusement, on est aussi dans une forme de déni, que ce soit, encore une fois, je ne vais pas dire actuellement, mais dans les gouvernements passés aussi, je veux dire, ça a été exactement la même chose, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. On va reprendre la direction du terrain, je vous le disais, il n'y avait pas que des manifestations à Paris, mais également en province, notamment à Lille, avec ces images en direct. Andil Ouatta, vous êtes sur place. Petit regain de tension. On a vu des gaz lacrymogènes, ou en tout cas des fumigènes qui ont été lancés, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Petit regain de tension. Il y a eu une première vague de tension finalement dans les rues de Lille. L'idée des forces de l'ordre, c'était d'empêcher les manifestants de rejoindre le centre-ville de Lille, donc notamment la grande place de Lille. Et puis là, depuis maintenant une bonne heure environ, on assiste à un face-à-face entre plusieurs centaines de manifestants qui étaient là dès le début et qui sont à nouveau là sur cette place de la République. Il y a eu des jets de gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre tentent de disperser le mouvement
mouvement, mais qui reste bel et bien en place sur cette place de la République. L'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vent qui charrie et qui empêche la lacrymo de rester sur place. Mais effectivement, on voit beaucoup de manifestants avec les yeux rougis désormais, mais ils restent en place, toujours plusieurs centaines de personnes et des face-à-face, vous le voyez probablement à l'image, qui restent tendus depuis maintenant une bonne heure ici sur la place de la République à Lille. Gilles Ouattara, on était il y a quelques instants avec Amélie Rosic dans la manifestation parisienne et elle disait que les slogans, les revendications dépassaient de très loin le seul cadre de l'affaire Traoré ou des violences policières. Est-ce qu'avant ces quelques incidents, c'était également le cas à Lille ? Oui, c'est également le cas à Lille, même si la plupart des slogans que nous avons vus aujourd'hui étaient pacifiques. À l'image finalement de la mobilisation, sur les 2 premières heures, c'était très largement pacifique. Et puis ça s'est tendu au fur et à mesure. Les slogans, évidemment, n'ont pas changé. Les pancartes également. En revanche, effectivement, c'est bel et bien l'attitude des manifestants qui restent face aux forces de l'ordre qui a été compliquée. Merci beaucoup, Gilles Ouattara. On revient vers vous, évidemment, pour suivre la situation à Lille, où vous le découvrez évidemment en direct avec ces images des équipes BFM TV. Il y a un face-à-face qui a tendance à se tendre. Une autre image à présent, une autre image à Paris, image du Champ de Mars avec la Tour Eiffel évidemment en toile de fond. Et c'est sans doute ces milliers de personnes, c'est extrêmement compliqué du studio de BFM TV de compter, mais ces milliers de personnes rassemblées. Là aussi, Mohamed Meshmach, ça prouve bien que c'est un problème de fond qui remonte aujourd'hui à l'occasion de la mort de George Floyd et de la résurgence de la mobilisation de la famille et des partisans d'Adama Traoré. Bien sûr, je pense que la famille d'Adama Traoré demande qu'une chose, c'est qu'il y ait justice. Toutes ces personnes qui manifestent, encore une fois, manifestent pacifiquement, demandent qu'une chose, c'est que la justice soit aussi pour eux. C'est-à-dire que sur toutes les affaires qu'on a eues, malheureusement, souvent, c'est des non-lieux, c'est des procès qui n'arrivent jamais au bout. Je vous rappelle l'affaire de Ziad Ebouna et Oloran. 10 ans pour arriver devant la fin du tribunal, qui a eu des révoltes sociales dans toute la France. C'est pareil. Je veux dire, quand est-ce qu'on prendra conscience qu'il y a un moment ou un autre, on ne peut pas continuer comme ça pendant des années. Les générations qui arrivent, comme je vous disais, la 4e génération arrive derrière, elle discutera beaucoup moins. Elle comprendra beaucoup moins parce que les exemples qu'il y a devant eux vis-à-vis de leurs aînés, pour eux, c'est des échecs. Donc il va falloir à un moment ou l'autre qu'on repense clairement. Encore une fois, c'est pas faire des amalgames sur tout. Il y a du racisme dans la police. C'est pas la police dans sa totalité. Il y a des brebis galeuses dans la police qui aujourd'hui se comportent pas très bien. Et malheureusement, je trouve qu'il y a aussi une forme de déni de ce côté-là. Et ça serait quand même dommage que les brebis galeuses qui aujourd'hui font du tort, comme dans le quartier, on a quelques minorités dans les quartiers qui font du tort à 99% des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, qui sont des étudiants et qui malheureusement aujourd'hui on paye le prix cher. C'est exactement pareil au niveau de la police, quoi. Donc ces manifestations, toutes ces revendications qui sont faites, elles sont encore une fois, regardez bien, ça se fait pacifiquement, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence. Les gens demandent juste une chose, c'est qu'il y a justice et tant qu'il n'y aura pas de justice, ils le disent, il n'y aura pas de paix. Donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils aient aussi quelques victoires en termes de justice pour qu'on puisse considérer qu'aujourd'hui cette justice et cette balance soit équilibrée dans les deux sens. Denis Jacob, la police n'est pas raciste, mais il y a des racistes dans la police. Est-ce que ça résume, selon vous, la réalité de la situation ? Ah oui, clairement, il y a des comportements minoritaires qui jettent l'opprobre sur toute l'institution et ce n'est pas acceptable et ça ne doit pas exister. Par contre, quand j'entends Mohamed Meshmach, autant j'étais d'accord avec lui sur l'analyse qu'il avait tout à l'heure sur la situation de certains quartiers où les gens ont été mis au même endroit et qui sont considérés comme citoyens de seconde zone, j'abonde complètement dans son sens et je vais même plus loin. Il y avait des commissariats de quartier il y a maintenant une 40aine d'années avec un lien avec la population, avec les îlotiers. Il y a eu un choix politique de tout supprimer et c'est ce qui a provoqué cette rupture sociale entre la police et la population. Mais de dire aujourd'hui, de compter les points entre les victoires, et c'est un terme qui me choque, des victoires de la police en matière de justice et que ce ne serait pas équilibré pour des victoires. Mais il n'y a pas de victoire. La justice, elle fait son travail et elle détermine sur des éléments factuels s'il y a des faits avérés et pour lesquels il doit y avoir des sanctions. On ne fait pas gloriole de victoire au prétexte qu'il y a eu un non-lieu dans une affaire. Si la justice prononce un non-lieu, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éléments probants
pour aller au-delà. Et donc, au prétexte que la justice n'irait pas dans le sens que l'on attend, il faut faire la révolution, mais il y a le pouvoir public. Si le pouvoir public considère que la justice ne fait pas son travail comme elle doit le faire, eh bien qu'il légifère en conséquence. Mais je ne peux pas entendre, au prétexte que la justice n'irait pas dans le sens de ce qu'attend telle ou telle personne, eh bien il faudrait faire sa propre révolution parce que on considère que la justice, elle devrait être différente. Guillaume Fard, c'est souvent, ce sont les propos de Denis Jacob, on les entend régulièrement, et j'ai le sentiment d'un trio infernal, victime, police et justice. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle régulièrement, à tort ou à raison, ce n'est pas un jugement. Oui, puisque les victimes attendent, et ça c'est parfaitement légitime, une vérité judiciaire. Et sauf que les enquêtes et les investigations, les instructions judiciaires mettent parfois du temps et que les procès, dans certains cas, tardent à se tenir. Et dans le cas particulier de l'affaire Adama Traoré, on est quasiment à 4 ans après le décès d'Adama Traoré et il n'y a pas encore eu de procès. Et on a le sentiment qu'il a fallu cette mobilisation, notamment de mardi soir, pour que la justice accélère l'audition de nouveaux témoins, ce qui peut paraître complètement surprenant. On se met à la place de la famille d'Adama Traoré et on se dit il suffisait que nous soyons 20 000, 30 000, 40 000 dans la rue pour qu'on obtienne gain de cause. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on pouvait supposer que après la dernière expertise médicale, je ne parle pas de l'avis qui a été rendu mardi, mais la dernière expertise qui a été demandée par les magistrats, on s'acheminait probablement vers une ordonnance de non-lieu et que là, il y a eu une relance de l'affaire, mais toujours pas effectivement de procès. Donc il y a un premier point dur, c'est qu'il y a une vérité judiciaire qui est due. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est aussi une forme d'effet d'entraînement où la victime ne serait pas seulement la personne qui a perdu la vie, puis sa famille et les parties civiles, comme on dit en droit, mais aussi toute une communauté. Et ça, c'est un glissement que l'on observe aujourd'hui et qui peut être dangereux à certains égards parce que prêter à la police nationale en France ou à la gendarmerie nationale une intention, et notamment une intention d'être raciste par nature, c'est cela qu'on entend dans certains mots d'ordre aujourd'hui, c'est le fameux racisme systémique. Systémique, pourquoi ? Parce que l'institution, dans son ensemble, serait raciste, ou en tout cas elle est accusée de l'être. Ça c'est dangereux parce que d'abord c'est inexact, mais ensuite ça éloigne le citoyen de sa police. Or en démocratie, ce qui fait l'unité d'une nation, c'est bien que les uns doivent avoir confiance dans les autres. C'est-à-dire que le citoyen ne peut pas redouter quand il est au contact d'un policier d'être brutalisé, et le policier ne peut pas redouter à chaque fois qu'il est face à un citoyen d'être face à un délinquant en puissance. Sinon là on affaiblit l'unité nationale et c'est une défaite collective. Denis Jacob, une question qui dépasse un petit peu le simple cadre de votre activité, mais on sait que ces rassemblements étaient interdits par la préfecture pour cause d'état d'urgence sanitaire. Est-ce que des consignes particulières, selon ce que vous en savez, sont de laisser faire aujourd'hui pour éviter que ne se reproduisent les incidents de mardi soir, porte de Clichy notamment ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'instruction de laisser faire, bien au contraire. Il y a un dispositif important qui a été mis en place, non pas pour refouler ceux qui viennent manifester paisiblement, parce que moi je soutiens le principe de la lutte contre le racisme, et la grande majorité de mes collègues sont dans cette démarche-là. Pour autant, nous avons des signalements, on le sait, que ces mouvements sont infiltrés une nouvelle fois, et nous en avons eu la vérification dès hier et dès aujourd'hui par rapport au renseignement territorial, de la présence de Black Bloc et d'ultra-gauche qui viennent en général pour s'en prendre à l'autorité de l'État, à attaquer les forces de l'ordre, et très souvent en fin de manifestation. Et vous parliez tout à l'heure de la place de la République à Lille. Je doute que ceux qui s'en prennent actuellement à mes collègues soient les manifestants pacifiques que l'on avait en début de journée. Et c'est toujours le risque, dans le cadre d'une manifestation non déclarée, que d'avoir des débordements plus importants. Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas d'organisateur, il n'y a pas eu de concertation préalable avec les services de police pour organiser le défilé, pour organiser le service de sécurité, justement pour anticiper tout débordement. Et c'est le risque de ce type de manifestation. Anne Toulouse, je rappelle, vous êtes journaliste et franco-américaine. On évoquait avec nos envoyés spéciaux et aussi avec Mohamed Meshmash le fait qu'aujourd'hui les revendications dépassent le simple cas très important des violences policières. On sait que c'est évidemment parfois aussi le cas aux États-Unis. La place du noir, de l'afro-américain, comme on l'appelle là-bas, dans la société américaine. Comment vous la décririez et est-ce que vous êtes à même de pouvoir la comparer avec
avec les cas de nos concitoyens Non, je ne noirs de pense peau. pas, parce qu'il y a quand même le contexte historique de l'esclavage. Alors vous me direz que c'est plus d'un siècle et demi de distance, mais ça a profondément marqué les esprits. Vous savez, j'ai vécu 2 ans à Atlanta à l'époque de la campagne de Barack Obama, que je couvrais à partir de la communauté noire, ce qui fait que j'allais aussi à Alabama, en Alabama. Mon fils a fait ses études dans le sud, à Nashville, et tout ça. Donc, je crois que je connais un petit peu de l'intérieur pour autant, parce que la communauté noire vous dit « Ah, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes blanc ». Et alors ça aussi, c'est choquant. On parle du white privilege, c'est-à-dire que le fait même d'être blanc est un privilège qui n'est pas partagé par les 13% de blancs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais il y a cette espèce de narratif dans la communauté noire et une grande différence avec le reste de la population. Si vous voulez, les États-Unis, c'était une destination choisie. Ce sont des immigrants qui sont arrivés, vague après vague, qui étaient très pauvres pendant 1 ou 2 générations et qui après deviennent plus américains que les Américains, qui sont complètement absorbés. Ça ne s'est pas passé dans la communauté noire parce que ça n'était pas à l'origine une destination choisie. C'était des gens qui ont été emmenés de force, qui ont été considérés par vague comme des citoyens vraiment, non seulement, même pas des citoyens d'ailleurs, même pas des citoyens. Cela dit, ce qui est extraordinaire par exemple, c'est que les hommes noirs ont eu le droit de vote avant les femmes aux États-Unis. Mais il y avait une espèce d'évolution en dents de scie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans la communauté noire, c'est que tout ce qui arrive à un noir concerne le reste de la communauté. Alors que ce qui arrive à un blanc, si vous avez un blanc qui est battu par la police ou qui est attaqué par la police, qui est tué par la police, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plus de blancs tués par la police que de noirs, parce que, ne serait-ce parce qu'il y a 60% de blancs et 13% de noirs. Ça ne devient pas une affaire nationale et pourtant ça arrive tous les jours. Enfin non, Dieu merci, pas tous les jours, enfin peut-être quand on voit les chiffres. Donc il y a cette espèce de décalage et le fait, ce qui me frappe et qui revient à ce que disait un peu tout à l'heure Mohamed, c'est que je regardais des témoignages de gens sur une chaîne de télévision américaine à Chicago, qui est vraiment l'épicentre, une sorte d'épicentre de la misère noire, le South Side et le West Side. Et vous aviez une brave dame qui était avec son fils et sa petite fille en train de nettoyer les débris des révoltes. Et elle disait, mais attendez, mais j'ai déjà vu ça en 68, après la mort de Martin Luther King. Et quand on regarde l'histoire américaine, où vous avez tout de même dans les institutions des démarches très fortes pour intégrer la communauté noire, puisque vous avez eu les droits civiques en 1965, vous avez eu l'affirmative action, qui est quand même quelque chose de très fort et qui est respecté. Mais en même temps, pour une raison qui est difficile à voir et à comprendre, cette communauté, quelque part, n'évolue pas. Elle évolue, bien sûr, parce que si on dit qu'il y a 25% de Noirs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire, à contrario, que vous en avez 75% qui vivent au-dessus, et d'ailleurs bien au-dessus. Et vous avez aux États-Unis, vous avez des chefs d'entreprise noirs, vous avez eu un président noir, vous avez des Noirs à la Cour suprême, vous avez des Noirs au Congrès, vous avez des Noirs dans le gouvernement. Je ne peux pas dire que la France en dirait autant, d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs le cas. Je poserai la question justement, notamment sur la politique des quotas, également à Mohamed Meshmach dans un instant. On va retourner sur le terrain. On voit ces images en direct dans du Champ de Mars avec une marée humaine très calme et quelques pancartes réclamant justice. Amélie Rosic, vous êtes toujours place de la Concorde, pas très loin, il est vrai. Quelle est la situation à 18h27 ? Écoutez, les manifestants viennent de signer la fin du rassemblement. Ça a été dit par l'un des organisateurs et ils ont demandé à tout le monde de quitter la place de la Concorde très tranquillement. Mais du coup, les gendarmes mobiles se sont positionnés alors que tout à l'heure, ils étaient de l'autre côté de la barrière. Ils sont en train de se positionner et en fait, petit à petit, de faire reculer les manifestants. Mais eux-mêmes ont signé la fin de cette manifestation. Je vous rappelle qu'elle a été organisée en hommage, évidemment, à George Floyd, qui est mort à 46 ans, cet Américain, le 25 mai dernier. Les manifestants ont pris la parole tout au long de ce rassemblement pacifique pour parler de ça, mais parler plus généralement du racisme aux États-Unis, mais aussi en France. Et justement, on va en parler avec Eftimiak, à 23 ans. Vous êtes arrivée un peu tard, mais vous teniez absolument à être présente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on est là aujourd'hui, si on a envie de se rassembler, c'est parce qu'on en a marre qu'en France, certains policiers se permettent ou estiment d'avoir une légitimité sur le droit de vie ou de mort de certaines personnes sous prétexte qu'elles soient noires ou arabes. On n'est pas en train de généraliser, on n'est pas en train de dire que la police est raciste, mais il faut aussi que l'État français accepte et réalise et prenne conscience que dans la police, il y a certains policiers qui sont racistes. Voilà.
Donc c'est pour ça que je suis là. C'est qu'il y a une réalité et que le gouvernement. Oui. Après, on n'est pas en train de généraliser, on n'est pas en train de dire que tous les policiers sont racistes. Il y a des policiers qui font très bien leur travail, mais il y en a certains, notamment comme la manifestation de mardi, qui nous ont gazés sous aucun prétexte. Donc c'est pour ça qu'on est là, on en a ras-le-bol, on en a marre. Et on espère que l'État va prendre ses responsabilités par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? On attend globalement qu'il y ait un nettoyage, que les policiers, notamment dans le groupe Facebook où il y a eu des propos racistes, qu'il y ait un nettoyage en fait, que ces policiers-là soient sanctionnés et soient virés de la police. Ce n'est pas normal. Les policiers sont là pour nous protéger, on le sait. Mais comment est-ce qu'on peut se sentir en sécurité si on sait qu'il y a certains policiers qui font ce qu'ils veulent impunément? C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eftimia. Cette manifestation donc est en train de se terminer. Vous le voyez, tous les manifestants pacifiques sont en train de quitter la place de la Concorde. Pour certains, ils ont prévu de rejoindre le Champ de Mars où un autre appel au rassemblement a été fait à partir de 17h. Et puis d'autres, tout simplement, de rentrer chez eux. Dans le CAM, ces images en direct, place de la Concorde, la caméra BFM TV, l'ensemble des équipes évidemment BFM TV mobilisées sur les différents théâtres de manifestation. C'est le cas également à Lille où on vous retrouve Angie Louata. Quelques tensions il y a quelques minutes. Le retour au calme, est-ce que vous pouvez nous le confirmer désormais? Non. On ne peut pas vous confirmer de retour au calme. On est toujours à peu près dans la même situation avec toujours plusieurs centaines de manifestants qui sont toujours là, disséminés un petit peu partout sur cette grande place de la République. Il y a eu usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises sur les 2 dernières heures maintenant. Et vous le voyez sur ces images, toujours les cavaliers ici en l'occurrence, la police à cheval également qui tente de disperser les manifestants. Il y a plusieurs petits groupes de CRS sur cette place de la République qui font à toutes les 10 minutes à peu près usage de gaz lacrymogène pour signer la fin de la partie ici de cette manifestation qui avait commencé plutôt dans le calme sur les 2 premières heures avec un long cortège notamment dans le quartier de Oisem, quartier assez populaire avec des gens qui applaudissaient au balcon. Il y avait plusieurs milliers de personnes ici dans les rues de Lille et puis sur la dispersion du mouvement de la manifestation, cette manifestation qui originellement est interdite, eh bien les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. C'est toujours le cas, situation assez floue, assez tendue sur cette place de la République avec des petits groupes de manifestants, des groupes de CRS qui leur font face également. Merci beaucoup Angie Louata, nous revenons vers vous dans les prochaines minutes. Guillaume Fard, consultant sécurité BFM TV. Je voudrais que vous nous expliquiez, pour qu'on comprenne bien, ce qui se passe quand un policier ou un gendarme est mis en cause dans une affaire, notamment par exemple l'affaire Amala Traoré, et on l'évoquait il y a quelques instants avec Mohamed Merah, il y a d'autres affaires. Comment ça se passe? L'IGPN, la police des polices notamment, est saisie systématiquement. Quelle est la procédure? Quel est le délai? Comment ça sort? Alors, il y a 2 façons, il y a 2 types d'enquêtes. Pour faire simple, il y a les enquêtes judiciaires, les enquêtes administratives. Parfois, les 2 peuvent être menées simultanément. Dans tous les cas, pour ce qui est de la police nationale, il y a effectivement un service d'inspection. C'est la fameuse inspection générale de la police nationale, mais qui est chargée d'enquêter sur la police. Mais comme il y a des inspections dans toutes les administrations, il y a une inspection à l'éducation nationale, il y a une inspection des affaires sociales pour les problèmes à l'hôpital. Bon, mais il y a une inspection de la police nationale. La gendarmerie nationale, elle a aussi son inspection, qui est l'inspection générale de la gendarmerie nationale. On la cite beaucoup moins parce qu'elle personnalise moins la colère et la critique, notamment de partialité de l'institution. Mais c'est cette inspection générale de la gendarmerie nationale, par exemple, qui a mené des investigations dans le cadre de l'affaire Adama Traoré, parce qu'il faut le rappeler, ce sont 3 gendarmes qui sont mis en cause et il ne s'agit pas de policiers dans cette affaire. Ensuite, bien, une fois que les investigations sont menées, on respecte le principe du contradictoire, il y a des auditions, on entend également des témoins. Il y a différents niveaux de sanctions administratives, ça peut aller du simple blâme jusqu'à la révocation, en passant par des sanctions on peut vous retarder dans votre avancement, on peut vous muter. Mais ce qu'il faut dire, notamment dans le cadre de l'IGPN, parce qu'elle est surnommée dans l'imaginaire populaire les bœufs-carottes. Alors bœuf-carotte parce que vous êtes censé mijoter longtemps, mais c'est une image, au-delà de l'image un peu d'Épinal, ça renvoie à l'idée que quand vous passez entre les mains de l'IGPN, c'est pas agréable pour vous et c'est pas agréable pour votre carrière. Normalement, après, la trajectoire de votre carrière, elle est quand même sensiblement différente de ce qu'elle aurait été si vous n'aviez pas été entre les mains de l'IGPN. Ça, c'est sur le plan administratif. Puis après, il y a toutes les sanctions pénales, c'est-à-dire que une fois que l'IGPN ou l'IGGN ont terminé leurs enquêtes dans un cadre cette fois-ci judiciaire, bien, vous pouvez être renvoyé devant une juridiction. Et il y a un procès et là aussi, il y a des condamnations. L'IGPN rend un rapport annuel
On a pour 2019 celui de l'année 2018. C'est plus de 1500 enquêtes judiciaires et administratives avec un nombre quand même très significatif de renvois. On le dit assez peu, mais tout ça est en ligne et parfaitement public. On peut taper IGPN sur Google et puis on va retrouver le rapport d'activité annuel avec toutes les enquêtes, les motifs d'enquête. Un tiers des enquêtes, c'est des violences. Denis Jacob, je rebondis sur les propos de Guillaume Fard. Est-ce que c'est là où il y a le sentiment parfois d'impunité de certains policiers dans le manque de transparence de l'IGPN, même si Guillaume le rappelait à l'instant, ces travaux sont publics. Est-ce que ce n'est pas là, dans la justice interne, avec des sanctions, qu'il y a une amélioration à faire pour que les Français se disent s'il y a bavure, s'il y a erreur, il y aura sanction quoi qu'il arrive? Guillaume Fard le rappelait, il y a le principe du contradictoire aussi au niveau interne, dans les conseils de discipline. Un policier qui est mis en cause peut s'adjoindre les services d'un avocat lors du passage en conseil de discipline, et qu'en matière de sanctions, là aussi, on étudie les faits, la véracité de ce qui s'est passé, et les sanctions sont prises. Mais en matière de transparence, peut-être que l'IGPN ne communique pas encore assez sur le travail qu'elle fait, mais elle rend un rapport tous les ans depuis quelques années maintenant, dans lequel on établit clairement les sanctions. Je rappelle qu'en 2018, on a été à plus de 3000 sanctions dans la police nationale, avec un très faible taux par rapport à des affaires concernant des propos, par rapport à des faits de racisme. Et j'entendais la personne qui était interviewée en disant il faut faire le nettoyage et virer les policiers racistes de la police nationale. Donc ça ne se passe pas comme ça, il y a des droits fonction publique. Bien évidemment que si les faits sont avérés, ça doit être condamné et que les mesures doivent être prises pour pas que ça se renouvelle, quitte à aller jusqu'à des mesures de révocation si les faits sont très très graves. Mais le racisme, il faut lutter contre, bien évidemment, je suis le premier à le dire, on est nombreux à le dire, mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. Regardez ce qui s'est passé mardi lors de la première manifestation à l'appel de la sœur d'Adama Traoré, où un de nos collègues de couleur s'est fait de manière sous-jacente attaqué verbalement avec un sous-entendu raciste parce qu'il était noir et qu'il était policier et qu'il était un traître invendu. Et quand j'entends le président de SOS Racisme sur un plateau télé le lendemain qui se refuse de reconnaître ces propos et de les condamner, eh bien, il ne faut pas non plus que ce soit à sens unique. On subit, nous aussi, et nos collègues, lors de leur mission, eh bien, quand ils sont d'origine maghrébine ou africaine, des collègues de couleur en général, se font insulter par des propos racistes eux aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chez nous faire le ménage et prendre l'extension qui s'impose, mais il ne faut pas voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On reparlera, Denis Jacob, juste après la pause, justement, du lien qui s'est complètement distendu entre les Français, une partie des Français et leur police. C'était notamment le cas lors du mouvement des Gilets jaunes, rien à voir donc avec les questions de racisme. On se retrouve dans un instant pour la suite de 7 jours BFM. Point complet de nouveau sur cette journée de mobilisation contre le racisme, contre les violences policières. On a manifesté à Paris, dispersion en cours, place de la Concorde, rassemblement encore important sur le Champ de Mars, manifestation également à Nantes et à Lille. Lille où quelques incidents ont éclaté. Nous serons évidemment sur place dans un instant. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Assure People, Assure People. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Alors on se commande quoi ce soir sur Deliveroo? Burger? Ou sushi, non? Oh boule! Téléchargez Deliveroo et commandez vos plats préférés dès maintenant.
Partez enfin pour de vrai. Avec les offres Citroën Move in France, profitez de la prime à la conversion avec Citroën C1 à partir de 7 990 €. Livraison à domicile et achat en ligne sur carstore.citroën.fr. Citroën. Respirez. Les laboratoires Lénière Santé ont développé des masques filtrants pour votre protection et celle des personnes que vous aimez. Performance, confort, technologie française conforme aux spécifications AFNOR. Disponible chez vos commerçants et sur lénière-santé.com. L'innovation nous protège. Mais tu pars? Ah oui! Depuis que mon maître m'a fait identifier, ça facilite mon suivi médical. Et j'ai un passeport qui me permet enfin de voyager. À l'occasion de la Semaine nationale de l'identification, rendez-vous sur identifiermonanimal.fr. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Nous sommes à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Tout est à nouveau possible le 2 juin. Retrouver une vie sociale, se créer de nouveaux souvenirs et partager des moments de convivialité au restaurant. Fervents défenseurs de la sécurité alimentaire depuis toujours, ils sont prêts à relever ce nouveau défi sanitaire pour vous accueillir. Parce que leur priorité, c'est votre sécurité. Mobilisons-nous sur redonnonsvie-à-nos-restaurants.fr. Dinvan, l'esprit libre. Vous préservez votre capital financier, mais qui préserve votre capital toit? Chez Attila, nous vous offrons un bilan de votre toiture sur attila.fr. Profitez-en. Oubliez l'aspirateur pendant des mois. Grâce au système d'autovidage Cleanbase, le Roomba i7 Plus vide le bac du robot automatiquement. La saleté n'est plus votre affaire. Roomba, une exclusivité iRobot. Pourquoi entretenir votre piscine quand vous pourriez juste en profiter? Laissez plutôt Flipper s'en occuper. Flipper surveille la qualité de l'eau et vous guide pour une piscine impeccable. Flipper, l'assistant connecté pour piscine. On a tous besoin d'embrasser nos proches, de revoir nos amis, de s'en faire de nouveau. On a tous besoin de toucher, de respirer, de savourer, de s'évader. On a tous besoin de la Provence, des Alpes, de la Côte d'Azur. On a tous besoin du Sud. À l'heure d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de gel hydroalcoolique, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on sait vraiment si on peut faire confiance à ce produit? MP Hygiène vous propose un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance, un produit français qui met en valeur la force de travail française et un produit qui est normé. Vous pourrez protéger vos proches, vos collaborateurs et vous protéger vous-même. Sanitizer, une marque du groupe MP Hygiène. Le fabricant français qui s'engage pour vous. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Assure People, Assure People. – 18h40 de retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM pour évoquer évidemment en images et en plateau cette journée de mobilisation contre le racisme, contre les violences policières. Un peu partout en France, des appels à manifester avaient été lancés malgré les interdictions pour cause d'état d'urgence sanitaire. Vous découvrez évidemment ces images des différentes caméras BFM TV, place de la Concorde où la manifestation est en train d'être dispersée à Paris, Champ de Mars où des milliers de personnes sont encore rassemblées, à Lille, en bas à gauche de votre écran où quelques incidents ont éclaté, et puis à Nantes, en Loire-Atlantique, Nantes où on vous retrouve Alexandre Chauveau. Le rassemblement devait débuter à 18h, place du Commerce. Quelle est la mobilisation? Quel est l'état d'esprit ce soir?
Écoutez, c'est un rassemblement de plusieurs centaines de personnes qui sont restées assez calmes pendant un temps, et puis c'est une interpellation des forces de l'ordre qui a lancé en quelque sorte les hostilités. Les policiers se sont fait insulter, hués par des manifestants qui leur reprochaient d'employer la force de manière disproportionnée. Ça s'est ensuite calmé avant que le rassemblement, vous le voyez, ne se transforme en cortège à l'intérieur duquel on entend de manière assez régulière des slogans qui réclament la justice à la fois pour George Floyd et Adama Traoré. Des références aussi à Steve Maia-Caniço, ce jeune Nantais mort noyé dans la Loire l'an dernier, le soir de la fête de la musique, après une intervention contestée des forces de l'ordre. La manifestation est interdite par le préfet de Loire-Atlantique, mais elle a tout de même lieu et pour l'instant dans le calme. Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Une dernière question. On sait que c'est un peu la tonalité de ce soir, c'est-à-dire qu'au départ on venait se mobiliser notamment par rapport au racisme, aux violences policières, à l'affaire Adama Traoré, mais que des revendications plus larges sur la place notamment de la communauté noire dans la population parisienne se sont fait jour. Est-ce que c'est également le cas à Nantes ce soir ? Alors pour l'instant, à Nantes, on a surtout l'impression que les manifestants sont venus pour manifester contre les violences policières. On l'a vu tout à l'heure lors de l'interpellation qui a lancé, je le disais, les hostilités. Tout de suite, les manifestants se sont précipités près des forces de l'ordre, les ont insultés, les ont hués. Et en tout cas, au début du rassemblement, on avait plus l'impression que c'était une manifestation contre les violences policières qu'une revendication contre le racisme en général, même si bien évidemment, à l'intérieur du cortège, on voit quelques pancartes, quelques t-shirts qui font évidemment référence à la mort de George Floyd il y a quelques semaines et à la mort d'Adama Traoré il y a quelques années maintenant. Alexandre Chauveau avec la Liberte, merci beaucoup. Alexandre. Denis Jacob, je vous soumets le tweet du comédien Omar Sy, dont on rappelle qu'il est la personnalité préférée des Français. Il a écrit cette semaine sur Twitter: nous aspirons à une police digne de notre démocratie, une police qui protège sa population sans distinction de couleur de peau ou de provenance sociale. On a le sentiment clairement que le lien s'est distendu entre la police et une partie des Français. Comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez et comment vous le vivez ? Écoutez, les collègues le vivent mal. Pourquoi ? Parce que là où ils doivent intervenir, il faut le dire, là où on a des problèmes dans la relation entre la population et la police, c'est dans les quartiers difficiles, et les policiers n'y interviennent plus que quand il y a besoin d'y intervenir par rapport à un problème. C'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à Mohamed Meshmash. Il y a, au début des années 90, il y avait les îlotiers, il y avait des commissariats de quartier, on connaissait très bien la population. D'ailleurs, les policiers qui étaient affectés à ce type d'émission, en général, étaient résidents de la commune. En tous les cas, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues qui étaient issus de la commune et qui travaillaient dans ces quartiers. On connaissait les jeunes, on les avait vus petits, on les avait vus grandir, on savait quelle était la famille, on connaissait les parents. Quand il y avait quelque chose qui se passait mal, on allait voir les parents, on leur rapportait ce qu'avait fait l'enfant, et l'enfant se faisait punir par les parents. Et puis il y a eu un choix politique à la fin des années 90 de supprimer ces commissariats de quartier, de supprimer l'îlotage. Et pendant un certain nombre d'années, eh bien, on a laissé les quartiers en déshérence. Il n'y a plus de police de proximité. Et puis s'est installé, alors ça existait déjà, mais s'est développé les réseaux de trafic en tout genre et notamment de stupéfiants. Et quand on a pris la décision politique de réinvestir ces quartiers, eh bien c'était trop tard. On n'était plus reconnus comme des personnes qui devaient être au sein de ces quartiers, puisque maintenant on considère que les quartiers, c'est les territoires qui appartiennent à des délinquants et que la police est forcément un ennemi. Et puis on a autour, comme on a de l'économie souterraine, on a autour des familles qui vivent de ces trafics-là, et que quand on intervient, eh bien, on a un certain nombre de personnes qui empêchent les policiers de travailler pour mettre un terme à ces réseaux et procéder aux interpellations. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a eu des erreurs politiques de fait, des choix de reconsidérer le rôle de la police au sein de ces quartiers, et aujourd'hui, et la population et les policiers en paient le prix cher. Je reviens vers vous, Denis Jacob et Mohamed Meshmash, justement sur cette question. Avant cela, Guillaume Fard,
Est-ce qu'on peut dater cette dégradation? Est-ce qu'on peut chiffrer cette dégradation du lien entre une partie de la population française et les forces de l'ordre? Oui, on a des données statistiques, notamment l'enquête du Cevipof sur la confiance dans les services publics qui est parue au mois de février de cette année, qui mesure le niveau de confiance des Français dans toute une série de services publics, l'hôpital, l'école, la police. Pour ce qui est de la police, le Cevipof nous dit qu'en 2015, au moment des attentats, et notamment les attentats de Charlie, la cote de confiance des Français dans leur police est de 80%, et que 5 ans plus tard, février 2020, elle est de 66%. On a perdu 14 points, ça veut dire qu'un Français sur 3 n'a plus confiance dans sa police. Ça veut dire qu'on est passé de Renaud qui chante « J'ai embrassé un flic » à « Tout le monde déteste la police », on l'a entendu aujourd'hui dans les manifestations. Ça, c'est en partie lié notamment aux épisodes de manifestations publiques, avec cette augmentation des violences, cette augmentation des blessés aussi, et la mise en accusation de la police qui serait violente par nature. Ça, c'est une accusation qu'on a beaucoup entendue, avec pour corollaire le manque d'impartialité et la mise en cause systématique, on en a parlé tout à l'heure, de l'inspection générale de la police nationale. Merci beaucoup, Guillaume. On retourne sur le terrain avec vous, Amélie Rosic. Vous êtes place de la Concorde à Paris. Dispersion très lente de ce rassemblement, mais dispersion toujours dans le calme. Oui, alors plus ou moins. En fait, cette dispersion, d'abord, même si elle a été demandée à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, les gendarmes mobiles, les manifestants ont continué tranquillement à discuter, à prendre la parole pour parler à la fois du drame de George Floyd, 46 ans, cet Américain mort le 25 mai dernier, et pour lequel 4 policiers américains sont actuellement poursuivis, mais aussi pour parler de racisme en général dans le monde et particulièrement en France. Donc ça s'est très bien déroulé. Puis à l'issue, les organisateurs ont pris la parole en disant aux manifestants, voilà, le rassemblement est terminé, tout le monde rentre chez soi dans le calme, surtout ne provoquez pas les forces de l'ordre. C'était vraiment le mot d'ordre des manifestants, et donc ils ont commencé à se diriger vers le métro pour quitter cette place de la Concorde, mais à ce moment-là, les gendarmes mobiles les ont encerclés pour accélérer, j'ai envie de dire, le mouvement, ce qui évidemment a été perçu par certains manifestants comme de la provocation, et donc il y a eu une toute petite altercation il y a quelques minutes, et un manifestant a été a priori interpellé sans que l'on connaisse les raisons, puisque c'était très calme à ce moment-là, pour être très honnête avec vous, et a été conduit dans un camion de gendarmerie mobile. Et désormais les manifestants sont nassés, puisque pour le moment les forces de l'ordre n'ont pas ouvert de passage pour leur permettre de quitter cette place de la Concorde. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que les organisateurs n'arrêtent pas d'appeler tous les manifestants au calme en disant ne provoquez pas les forces de l'ordre, ce n'est pas le but de cette manifestation. Tout s'est bien passé pour le moment, et on a pu discuter des vrais sujets qui nous tiennent à cœur, et notamment la question du racisme en général et dans les institutions en France. Merci beaucoup, Amélie, pour ces précisions. Place de la Concorde à Paris. Mohamed Mesmash, je rebondis sur les propos de Denis Jacob il y a quelques instants. Il évoquait la difficulté pour les forces de l'ordre d'entrer dans certains quartiers. Pour autant, on le voit bien évidemment cet après-midi et depuis le début de cette mobilisation, ce ne sont pas des dealers qui viennent manifester, ça représente une immense minorité. Mais au-delà de ça, je voulais que votre opinion, est-ce que les affaires comme celle d'Amana Traoré peuvent additionner l'attitude de certains voyous, certains délinquants, avec une partie plus paisible, plus normale de la population, ou est-ce qu'il y a une vraie séparation dans ce que l'on appelle les quartiers des banlieues? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui sont en train de manifester, ce sont sûrement pas les dealers. C'est exactement donc, ce que je veux dire. Ceux qui manifestent, c'est qu'ils vivent dans ces territoires-là, et donc c'est 99% de ces personnes qui vivent dans ces quartiers qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre dignement. Ces zones de non-droit, je suis d'accord. Quand on parle de zones de non-droit, c'est de laisser les gens vivre dans ces endroits où... Donc, je pose juste la question différemment. Le propre d'une zone de non-droit, c'est qu'il y a des gens qui pourraient tomber sous le coup de la justice et d'autres absolument pas. Comment se fait la cohabitation ? Écoutez, la cohabitation se fait tout simplement où les gens ils arrivent à vivre ensemble. Je vous dis, ils partagent des choses. Regardez, nous dernièrement, suite à la crise du Covid, on a compris que les familles qui vivaient dans ces quartiers allaient être en difficulté financièrement. On a lancé des campagnes et on a mis des actions d'aide alimentaire. Croyez-moi que la solidarité s'est faite dans ces territoires-là, et beaucoup de solidarité, notamment de ces jeunes, ont participé à cet essor. Donc, encore une fois, je voudrais surtout pas qu'on mélange tout. J'ai juste envie de dire qu'en dehors des quartiers, les violences policières ont été dénoncées aussi par une autre catégorie de population. Pendant les Gilets jaunes, on a pu aussi découvrir. Donc ça ne s'arrête pas qu'au quartier populaire, parce qu'il faudrait surtout pas. On les a vécus, on les vit encore. Il y a des humiliations qui se font par certains policiers
sur des gamins, sur du contrôle à répétition, sans qu'il y ait motif de le faire. Personne ne dit qu'il ne faut pas contrôler, mais de quelle manière on contrôle. Donc il y a des gens qui malheureusement sous un contrôle, malheureusement certains des fois ne rentrent plus chez eux, sont décédés. Les familles ont le sentiment simplement leurs enfants sont morts pour rien. Donc il faut reprendre dans le contexte, et je me dis peut-être que ce qui est en train de se passer est peut-être une chance, si on en prend conscience, si nos responsables politiques prennent conscience qu'il est en train de se passer quelque chose. Regardez ceux qui sont en train de défiler sont très jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, prennent conscience que leurs aînés, encore une fois, ont dû vivre et subir certaines choses dont eux n'ont plus envie. Donc, soit on saisit l'opportunité et on appelle, encore une fois, à ce que, autour de ces questions de racisme, d'intégration, les choses se fassent, que nos responsables politiques prennent à bras-le-corps ces problèmes qui datent depuis très longtemps, d'intégration notamment, et faire en sorte qu'il y ait un jour une vraie relation entre police et population. Tout à l'heure, j'entendais notre syndicat de police qui disait « j'ai connu les îlotiers ». Je les ai connus aussi, les îlotiers. On a fait aussi en sorte qu'il y a des moments où les gens arrivaient à vivre ensemble. C'est comment faire ensemble pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Là où je regrette le plus, c'est qu'il y a une politique qui a été menée du chiffre. Il y a des gens qui ont utilisé effectivement la police aussi pour pouvoir se faire élire. Souvenez-vous que quand M. Sarkozy est arrivé, il a tout simplement mis à mal un commissaire et il lui a expliqué qu'ils n'étaient pas là pour jouer au foot. Voilà. Et moi, j'ai connu du temps où il y avait des clubs de foot policiers, où on arrivait à faire des matchs de foot sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on est capable de retisser une vraie relation de confiance entre police et population? Est-ce que c'est un choix qu'on aimerait? Ou bien on continue effectivement à être dans une forme de déni, y compris politiquement, et certains policiers ne respectent plus les codes de déontologie, et on n'avancera pas sur ces situations-là. On en reparle dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on s'intéresse ensemble à ce qui se passe en ce moment, précisément aux États-Unis, en Caroline du Nord. C'est l'État dans lequel est né George Floyd, décédé le 25 mai, dans les conditions évidemment que nous avons très largement évoquées. Sa dépouille a été présentée à un public, on l'imagine évidemment, extrêmement ému, extrêmement nombreux. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant de BFM TV aux États-Unis et l'envoyé spécial de BFM TV sur les lieux de cette cérémonie. On se souvient de la première cérémonie, de ces 8 minutes 46 secondes de silence extrêmement lourd. On imagine, vu de Paris en tout cas, le sentiment c'est que l'émotion est très loin d'être retombée. Oui, d'autant que là, en ce moment, il y a des gens qui continuent à arriver pour voir le corps de George Floyd. Il est juste derrière les vitres que vous apercevez peut-être là, dans cette chapelle. Et ça fait 3 heures que ça dure. Alors c'est bientôt terminé parce que c'est la famille maintenant de George Floyd qui va avoir le corps pour elle toute seule. Moi, je suis allé voir le corps aussi parce que je voulais vérifier ce que les gens me disaient lorsqu'ils l'avaient vu et qu'ils en sortaient. Et effectivement, il a l'air d'avoir des traits apaisés et c'est très important parce qu'évidemment il y avait une appréhension de voir le visage de George Floyd compte tenu des conditions très brutales dans lesquelles il est décédé. Alors la suite de cette journée de cérémonie, c'est une cérémonie en elle-même qui commencera à 15h en heure locale, il sera 21h en heure française, ça va durer 2 heures. J'ai pu feuilleter le livret de cérémonie qui est distribué au public et ça va être une cérémonie très religieuse avec beaucoup de chants, rien à voir avec la cérémonie de Minneapolis jeudi, qui était la première cérémonie religieuse et qui était, elle, très militante, avec beaucoup de personnalités très connues. Alors vous savez que si cette cérémonie a lieu ici à Rayford, vous l'avez dit, c'est que il est né ici, George Floyd, en 1974, et plus précisément dans la grande ville voisine Fayetteville. Et il a encore beaucoup de familles, une sœur, des oncles, des cousins. Et donc ils vont arriver là d'un instant à l'autre pour avoir 2 heures avec le corps avant la cérémonie. Et regardez, il y a beaucoup de gens qui pourront pas venir voir le corps parce que, je sais pas si vous apercevez, mais à perte de vue, il y a des voitures de gens qui espèrent venir voir George Floyd. Cédric, une question, si on élargit un peu le spectre, quelle est la situation désormais aux États-Unis? On sait que les premières nuits de rassemblement ont donné lieu à des émeutes. On a le sentiment que globalement la mobilisation reste importante, mais qu'il y a moins d'incidents. Oui, effectivement, beaucoup de manifestations encore. Alors ici, il y en a eu une hier soir, par exemple, hier en fin d'après-midi. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que c'est pas du tout l'ambiance que voulait la famille et les autorités. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du recueillement. Mais il y a des manifestations partout. Il y en a une très importante aujourd'hui à Washington, par exemple. La colère, elle ne faiblit pas. Alors elle s'est apaisée. Franchement, on a senti une grosse différence dans la rue lorsque les 3 autres policiers ont été arrêtés et inculpés. Et ça, c'était une demande de la famille et des manifestants
manifestants. Il voulait que les 4 policiers impliqués soient arrêtés et inculpés avant les obsèques de George Floyd, et c'est ce qui s'est passé puisque jeudi c'était fait pour la première partie des obsèques de George Floyd. Les 4 policiers étaient en prison. Merci beaucoup Cédric pour ces précisions à Rayford, donc en Caroline du Nord. Guillaume Fard, on l'a déjà évoqué, mais je voudrais quand même que vous nous rappeliez les différences fondamentales entre la police américaine, les polices américaines d'ailleurs, et la police française. Vous avez raison d'employer le pluriel, parce que peut-être que la différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a des polices, tandis qu'en France, il y a 2 polices. Il y a la police nationale à statut civil, la gendarmerie nationale à statut militaire, quelques polices municipales, mais ça représente 20 000 agents sur plus de 250 000 policiers et gendarmes en France. Et puis, dans le cadre de la France, ce que l'on attend de notre police, c'est d'abord la défense de nos institutions. C'est le produit de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle les gendarmes mobiles et les CRS, qui sont en charge du maintien de l'ordre, sont si représentés au sein des rangs de la police et de la gendarmerie nationale. Côté États-Unis maintenant, eh bien, on a une police, des polices, avec énormément de variété selon les localités. La police, elle peut être urbaine, elle peut être au niveau du comté, elle peut être au niveau de l'État fédéral, avec des modalités d'organisation qui sont extrêmement variables, des chefs police qui peuvent être élus, c'est le cas notamment des fameux shérifs, et puis dont on attend qu'ils luttent contre la délinquance, avec cette particularité aussi qu'aux États-Unis, le citoyen peut lutter lui aussi contre la délinquance. C'est le fameux 2e amendement, il peut être armé, qu'il y a un niveau d'armes en circulation qui est extrêmement élevé, plus de 300 millions d'armes, c'est 1 par habitant, et ce qui fait que les contrôles de police aux États-Unis, ils sont aussi beaucoup plus musclés, beaucoup plus dangereux. On voit beaucoup de policiers qui n'hésitent pas à mettre la main sur leur arme au moment du contrôle de police, précisément parce qu'ils redoutent d'avoir face à eux des gens qui sont armés, des gens qui sont violents. Et donc au bilan, ça donne 15 fois plus de morts lors de contrôles de police proportionnellement au nombre d'habitants aux États-Unis qu'en France. Merci beaucoup Guillaume pour cette analyse. Il est 19h tout juste. Bienvenue pour la suite de 7 jours BFM. Dans un instant évidemment, journée de mobilisation contre le racisme dans la police et le racisme tout court. Journée de mobilisation inédite en France depuis plusieurs années. Malgré les interdictions, une manifestation s'est tenue place de la Concorde, Champ de Mars également, au cœur de la colère. La mort d'Adama Traoré il y a 4 ans. Le dernier développement judiciaire dans cette affaire, à la demande de la famille. 2 témoins clés vont être auditionnés par la justice. Et puis les nuits d'émeutes qui se sont succédées cette semaine aux États-Unis. À l'origine de cette violence, la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son interpellation par des policiers. La 2e cérémonie d'hommage doit, vous voyez, se dérouler dans les prochaines heures dans sa ville natale de Caroline du Nord, Rayford. Nous retracerons minute par minute le déroulement des faits et nous prendrons évidemment la température sur place. – 19h, donc tout sur cette journée de mobilisation contre le racisme, contre les violences policières. Un peu partout en France, je vous le disais, des appels à manifester ont été lancés. Malgré les interdictions pour cause d'état d'urgence sanitaire, à Paris, 3 rassemblements ont été annoncés devant l'ambassade américaine et au Champ de Mars, tous interdits. Mais vous l'avez vécu et vous continuez à le vivre. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la Concorde. Dispersion très lente depuis quelques minutes. Rassemblement en revanche extrêmement important. Vous le voyez également sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Rassemblement également en province, Lille, quelques incidents, Lyon et aussi Marseille où on vous retrouve Antoine Forestier. Le rassemblement doit débuter d'une minute à l'autre sur le Vieux-Port. La mobilisation est-elle au rendez-vous et quels sont les slogans que vous entendez ? Alors oui, le rendez-vous il a été donné à 19h sous l'ombrière du Vieux-Port et vous le voyez sur ces images de Quentin Trigodet. Ils sont déjà plusieurs centaines rassemblés ici. Les premières banderoles ont été mises notamment par terre. Là, on les voit sur ces images avec des slogans évidemment anti-police puisque le mot d'ordre de ce rassemblement c'est de protester contre les violences policières. C'est la 2e fois qu'on se mobilise pour ce sujet à Marseille cette semaine puisqu'il y a déjà eu une manifestation mardi qui avait rassemblé près de 2000 personnes. Ils étaient partis également du Vieux-Port. Ils avaient rejoint la Canebière. Ici, aujourd'hui, on ne connaît pas précisément le parcours de ces manifestants puisque cette manifestation n'a pas été déclarée et elle n'a pas non plus été interdite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui a dit en fait, en quelque sorte, qu'il considérait que de fait, cette manifestation ne devait pas se tenir puisqu'avec le contexte sanitaire actuel, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Donc selon lui, il n'avait pas lieu lui-même d'interdire ce rassemblement puisque, en théorie, les gens ne devraient pas être plus de 10 actuellement. Vous le voyez sur ces images
ils sont déjà plusieurs centaines. Si on se fie à la page Facebook, 2300 personnes se sont dites intéressées, donc on devrait être dans les mêmes chiffres que mardi dernier, environ 2000 personnes rassemblées. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui a ajouté cette semaine un élément assez intéressant par rapport à ces polémiques, par rapport aux violences policières, c'est que pendant ce confinement, il y a une décision de justice qui est tombée, qui concerne 2 policiers ici à Marseille, 2 policiers qui avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme. C'était mi-mai, puisqu'ils avaient agressé un adolescent dans les quartiers nord de Marseille. C'était en février 2018. Ici, la manifestation devrait s'élancer dans les prochaines minutes. Les organisateurs attendent qu'il y ait un petit peu plus de monde. On est déjà à peu près à 1 millier environ. Il devrait y avoir un peu plus de monde dans les prochaines minutes et s'élancer donc dans les rues de Marseille. Un petit peu plus loin, il y a déjà pas mal de camions de CRS qui sont ici, puisque le dispositif policier pour sécuriser cette manifestation risque d'être important en ce début de soirée à Marseille. Merci beaucoup Antoine pour ces précisions en direct de Marseille avec Quentin Trigodet. Sur le plateau de 7 jours BFM, toujours présent Mohamed Meshmash, éducateur de rue, coordinateur de l'association Assez le Feu et coprésident de la coordination des quartiers populaires Passe sans nous, Guillaume Fard, consultant sécurité BFM TV et Stanislas Godon. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Je vous repose la même question que je posais il y a quelques minutes à Denis Jacob. Ce que l'on entend monter et qu'on entend également monter aujourd'hui dans la rue, c'est la police n'est pas raciste, il y a des policiers racistes. Est-ce que c'est déjà, mais une avancée par rapport à ce qu'on a pu entendre il y a quelques jours? On avait le sentiment que pour tous les manifestants, la police dans son ensemble, de façon systémique, était raciste. Il est clair qu'on progresse, parce qu'au début, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu? D'ailleurs, on nous posait la question à nous, syndicats de police, la police est-elle raciste? Et ça, c'était pour nous inadmissible, parce que ce n'est pas le cas. Et si d'ailleurs il y a des comportements qui sont répréhensibles, parce que je rappelle que des propos racistes quand même sont délictuels, ce n'est pas anodin, eh bien ils font l'objet d'enquêtes et de sanctions d'ailleurs dans nos rangs. Et il n'est pas question d'ailleurs qu'il y ait un délit par rapport à ces comportements-là. Ce que l'on entend également, c'est qu'il y a évidemment les affaires très graves qui finissent en justice. Alors évidemment, l'affaire Adama Traoré en est l'illustration, mais il y a aussi parfois, c'est ce que l'on entend, des comportements au quotidien, le contrôle au faciès qui est interdit, une façon parfois de parler à certaines catégories de population qui ne seront jamais sanctionnés, ces comportements, parce qu'ils ne sont jamais signalés ou que la justice a autre chose à faire. Alors attention, parce qu'il y a 2 parties. Vous savez que la police nationale, et notamment mes collègues sur le terrain, ils répondent aussi d'un point de vue judiciaire, mais d'un point de vue administratif. Et quand il y a des signalements, puisqu'il y a une plateforme notamment de l'IGPN qui a été créée pour justement recueillir tous ces signalements. Et les signalements font l'objet notamment d'une étude et d'une analyse par l'IGPN. Donc on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien lorsqu'il y a des signalements, notamment même au sein de notre corps. Je vous le dis à l'envers et je reprends un passage, un sketch de Collige qui disait pour porter plainte, il faut aller au commissariat. Donc à partir du moment où le lien est distendu et qu'on a le sentiment qu'on a été agressé verbalement, physiquement, qu'on ne nous a pas respecté, c'est extrêmement compliqué de faire ce pas-là. Je ne crois pas que ce soit aussi compliqué que cela. Nous sommes dans un état de droit, il y a des outils qui sont mis à disposition. Il y a, je le disais, la plateforme de signalement de l'IGPN. On peut porter plainte, il faut arrêter de dire que c'est impossible. On peut écrire aussi au procureur de la République. Il y a un tas de systèmes qui sont mis en place dans cet état de droit. Par contre, il ne faut pas non plus que de l'autre côté, on fasse les procès et les enquêtes sur les réseaux sociaux, parfois sur les plateaux télé. Je crois que la justice ou les décisions, notamment en matière de discipline, se rendent dans une commission ou dans un prétoire. Et il faut aussi respecter cela, respecter d'abord la présomption d'innocence, parce que combien de fois on a entendu des choses qui ont été un peu montées en épingle, avec des vidéos sans montrer le début, et puis du coup mes collègues ont été jetés à la vindicte populaire. Donc ça, ce n'est pas acceptable non plus. Il ne faut pas de déni, mais il ne faut pas non plus une accusation un peu trop rapide, avec notamment des procès d'intention. On reparlera d'ailleurs avec Mohamed Meshmash dans un instant également du rôle des images qui changent évidemment totalement la donne désormais. Nous sommes dans une époque où le digital est absolument partout. Avant cela, on vous retrouve de nouveau, Amélie Rosic, place de la Concorde. Qu'en est-il de la dispersion de ce rassemblement ?
La dispersion est toujours en cours et c'est vrai que la situation n'est pas simple. Vous le voyez sur ces images, en fait, les gendarmes mobiles ont nassé le peu de manifestants désormais qui restent et qui avaient déclaré eux-mêmes la fin de la manifestation de manière pacifique. Le mot d'ordre, c'était « rentrons chez nous ». Les gendarmes mobiles les ont encerclés petit à petit lorsqu'ils avançaient et ils sont désormais dans une nasse et en fait tous les accès pour sortir de cette nasse sont bloqués, mis à part l'accès au métro. Donc les gendarmes mobiles demandent aux manifestants de sortir en empruntant la bouche de métro, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes parce que certains voulaient partir à pied, parce que d'autres par exemple sont venus en vélo, donc ils sont évidemment toujours sur place et ils font face pacifiquement là encore aux forces de l'ordre et en leur disant, notamment en scandant cette phrase « balancez », je cite, « balancez vos collègues racistes ». Et d'ailleurs c'était un peu le mot d'ordre tout au long de cette manifestation. On a pu s'entretenir avec de nombreux manifestants qui nous disaient on ne dit pas que la police est raciste, mais on dit qu'il y a des policiers racistes et qu'il faut faire le nettoyage et c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs au gouvernement aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie pour ces précisions. Place de la Concorde, on vous retrouvera évidemment pour suivre cette dispersion. Mohamed Mesmach, je vous voyais réagir aux propos de Stanislas Godon. Ouais, parce que si j'entends, j'ai l'impression que tout ce que vous dites, vous, c'est à prendre à la lettre. Et puis, de l'autre côté, ces victimes qui clairement viennent dénoncer des situations de violence policière, ils seraient en train de faire le procès de la police. Mais croyez-moi que moi, en tant qu'éducateur, ou même moi, en tant que personne qui a pu vivre ces situations-là, croyez-moi qu'il a fallu batailler. Et il y a même des fois, il a fallu aller porter plainte dans des gendarmeries parce qu'au commissariat, nous on disait circuler, il n'y a rien à voir. Donc il y a aussi des situations dont il ne faut pas le nier, où beaucoup de gens aujourd'hui n'osent plus aller porter plainte dans certains commissariats parce qu'ils ne sont pas très bien reçus. Je suis désolé, c'est aussi, encore une fois, sans généraliser des situations qui existent. Donc on ne peut pas continuer à nous dire, ok, il y a un rapport de l'IGN qui sort chaque année ou ainsi de suite. Il y a des chiffres, on leur fait dire ce qu'on a envie avec certains chiffres. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont subi du contrôle aux faciès, ont vécu des humiliations, sont aujourd'hui, et quand ils voient la police, ont peur, se mettent à courir parce qu'ils ont juste peur. Malheureusement, et je rappelle ce qui s'était passé avec Ziad Ebouna, simplement d'être contrôlés par une certaine police, de ne pas peut-être pouvoir rentrer chez eux. Et encore une fois, je ne généralise pas. Notre police, encore une fois, certains font et ont des comportements qui ne devraient surtout pas être cautionnés par vous. On en a vu beaucoup. Et maintenant, heureusement, effectivement, qu'on peut filmer, qu'on a des vidéos et qui arrivent à démontrer aussi que ce que certains dénoncent est aussi une certaine réalité. Stanislas Godon, votre réponse. Oui, alors... dire que tous les commissariats de police... C'est pas ce que j'ai dit. Bon, voilà, merci. Voilà. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Donc soyons modérés. J'ai été modéré, je pense. Voilà. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été notamment faits en termes de formation. Notamment, il y a une charte d'accueil du public maintenant. Il y a quand même, il faut savoir que si jamais un policier ne faisait pas bien son travail, il pourrait faire l'objet aussi de sanctions administratives. Par exemple, ne pas prendre une plainte. La peur du gendarme chez les policiers, Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je parle de la police. Parce que je ne veux pas parler à la place des gendarmes. Tout comme je ne ferai pas de commentaires, notamment sur l'enquête qui concerne les gendarmes par rapport à l'affaire Adama Traoré. Voilà, et je crois que justement, il faut raison garder. Et il faut s'éviter notamment tous ces commentaires qui vont un peu trop vite en besogne par rapport à des enquêtes judiciaires. Par contre, quand il y a des cas comme par exemple ces WhatsApp, ces auditions, ces comptes Facebook qui effectivement, voilà. Donc là, si ces faits sont avérés... Non, mais... Alors, ce qu'a fait Christophe Castaner, c'est pas un scoop, hein. C'est ce qui se fait habituellement. Oui, lorsqu'il y a des propos de cet ordre-là, et bien sûr qu'ils sont suivis des faits et qu'ils font l'objet d'une enquête, notamment judiciaire, puisque par exemple pour les collègues de Rouen, ils vont faire l'objet d'un conseil de discipline et ils vont également avoir une sanction pénale, certainement, puisque je rappelle, dans la police nationale, nous avons les triples sanctions. Pénale, judiciaire, administrative et puis après sur la carrière. Parce que je vous garantis que quand vous passez à l'IGPN et que vous êtes sanctionné, après c'est très compliqué. La réponse de Manuel, j'ai une question pour vous. Ouais, non, j'ai juste envie de dire que, croyez-moi, quand certains jeunes manifestent dans des manifestations et qu'ils sont arrêtés, certains vont en comparution immédiate et la sanction tombe. Croyez-moi qu'en 2005, je l'ai vécu. La plupart des jeunes qui se faisaient arrêter le lendemain étaient en comparution immédiate et faisaient de la prison ferme. Donc c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, qu'il y ait des sanctions faites, je trouve que c'est normal. Le problème, c'est qu'en fait, ces sanctions, une bonne partie de ces habitants
pas que dans ces quartiers, y compris ce que je disais tout à l'heure pendant la crise des Gilets jaunes, ont le sentiment qu'il n'y a pas d'aboutissement, que clairement ces sanctions ne sont pas aujourd'hui palpables et vérifiables. Et c'est ça qui est aujourd'hui créé cette forme de défiance vis-à-vis de nos institutions. On poursuit les échanges sur cette thématique dans un instant. Mais là, on vous retrouve Antoine Forestier. Vous êtes donc à Marseille avec une image extrêmement forte, symbolique. Forestier, je disais, image symbolique extrêmement forte. Les manifestants à un genou à terre, évidemment, image venue des États-Unis. Voilà, problème de liaison sonore, vous l'avez compris, avec Antoine Forestier, mais Guillaume Fard, on sait qu'évidemment le lien, enfin l'écho en tout cas de la mort de George Floyd est extrêmement fort, et on le voit encore avec cette image symbolique. C'était un joueur de football américain qui avait posé le genou à terre avant un match. Les États-Unis sont clairement un miroir grossissant, hein. Donc ce qui s'y passe, c'est une énorme caisse de résonance, et ça résonne forcément en Europe, dans tout le monde occidental, et même très au-delà du monde occidental. Maintenant, s'il y a des causes qui peuvent être universelles, et on comprend bien que la lutte contre le racisme soit une cause universelle, il faut quand même faire attention à ne pas commettre d'amalgame entre des situations qui sont très différentes aux États-Unis et en France, et surtout à ne pas avoir ce mouvement de bascule que je décrivais tout à l'heure, où les victimes, qui sont les personnes qui ont perdu la vie, qui sont leurs familles, c'est pas non plus toute une communauté. Et ce basculement-là, on est en train quand même d'y assister, où une communauté se sent, elle, totalement victime, et va du coup accuser une institution dans son ensemble en lui prêtant une intention. Et l'intention qui lui est prêtée, c'est d'être violente par nature, raciste par nature, et prêter cette intention-là à des institutions qui, en France, ne le sont pas par nature, bien ça distend encore le lien de confiance, et après ça donne des chiffres comme ceux qu'on a rappelés tout à l'heure, où, hélas, un Français sur 3 aujourd'hui n'a plus confiance dans la police et la gendarmerie. Antoine Forestier, je retente ma chance avec vous. Vous êtes à Marseille il y a quelques secondes. Alors, on ne vous entendait pas pour la commenter, mais cette image extrêmement symbolique des manifestants qui dénonçaient le racisme, le genou à terre. Oui, c'est devenu un geste qu'on voit un petit peu partout en France, sur toutes les manifestations aujourd'hui et même ces derniers jours. Les manifestants ici à Marseille qui ont commencé leur mouvement avec ce geste symbolique. Ils se sont tous mis ici, genoux à terre, référence directe à ce qui se passe aux États-Unis, à l'affaire George Floyd, puisqu'ici on ne cache pas le parallèle entre ce qui se passe là-bas et les violences policières que dénoncent ici les Marseillais. Et vous le voyez sur ces images de Quentin Trigodet, ils sont désormais très nombreux ici sous l'ombrière du Vieux-Port, qui était le point de départ de cette manifestation. Plusieurs centaines, on a même certainement déjà dépassé le millier, je dirais presque jusqu'à 1500, je vous disais 1000 personnes tout à l'heure, 1500, avec des prises de parole, des applaudissements. Il faut dire que c'est un appel qui a été lancé par une cinquantaine d'associations ici à Marseille, de tout type d'associations d'ailleurs, pas forcément des manifestations des associations qui ont l'habitude de lutter pour ce genre de causes, également des gilets jaunes présents ici, des Marseillais gilets jaunes qui avaient l'habitude de se rassembler avant toute la période qu'on a connue avec ce confinement. Et donc dans quelques minutes, une fois que ces prises de parole seront terminées, eh bien ces manifestants s'élanceront dans les rues de Marseille. Ce sera à suivre évidemment avec vous, Antoine Forestier et Quentin Trigodet à Marseille. Stanislas Godon, le propre d'une crise, c'est d'avoir c'est une opportunité pour faire bouger les choses. On a le sentiment, depuis quelques jours, d'une forme de libération de la parole chez certains policiers qui dénoncent des actes, des propos racistes au sein même de la police. Je ne vais pas parler de grand nettoyage, mais est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, qu'en sécurité, les policiers qui s'estiment discriminés ou victimes de propos ou d'actes racistes puissent témoigner au grand jour pour permettre d'améliorer la situation en tout cas? Alors d'abord, il faut quand même dire les choses, c'est que je sais que M. Meshmash, la dernière fois, en rigolait parce que le ministère de l'Intérieur a signé un label diversité, notamment pour lutter contre les discriminations au sein de l'institution. C'est ironique. Hein. Non, mais je sais bien. Voilà. Ce que nous a dit Jacob tout à l'heure. Oui. Voilà. Et je crois que c'est important de signaler que la police nationale aussi, elle évolue en ce sens. Et d'ailleurs, l'autorité hiérarchique, les autorités hiérarchiques ne laissent pas passer lorsqu'il y a des signalements au sein notamment des commissariats ou des circonscriptions ou des unités. Je crois que effectivement, il ne faut pas laisser de place, il ne faut pas
que s'instaure notamment ce genre de propos, parce que sinon après on peut en arriver avec des Facebook effectivement avec 8000 personnes, même si ça ne concerne peut-être pas que la police, hein. Il y a peut-être beaucoup d'entités notamment au sein des forces de sécurité. Oui, peu importe, ça c'est surtout l'histoire des propos qui est important, je crois. Donc il faut effectivement qu'il y ait des sanctions appropriées lorsque les faits sont avérés. Soyons très clairs sur le sujet, afin que justement il n'y ait pas le discrédit qui soit jeté sur l'étiquette police nationale. Dans un instant, nous serons à Nantes. Avant cela, Mohamed Mesrach, une question. Comment éviter la radicalisation de ce mouvement qui veut dénoncer le racisme? On sait qu'il y a des partis politiques, il y a des extrémistes qui vont tenter de le noyauter. On sait également que la colère dépasse de très loin la seule affaire Adama Traoré. Comment éviter que dans les quartiers, qu'il y ait une récupération, en tout cas une radicalisation de ce conflit, de ces demandes totalement légitimes? Je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens. Là, c'est quand même le citoyen qui a repris la main là-dessus, quoi. Je veux dire, on remet au cœur des politiques publiques le citoyen. Et le citoyen, là, aujourd'hui, s'approprie justement toutes ces inégalités, ces injustices qu'il... Mais on le disait, c'est pas la première fois. Nous avons à peu près le même âge. Je me souviens du batch touche pas à mon pote quand j'étais adolescent. Oui, mais la situation n'a pas changé. Non, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, je pense que ne touche pas à mon pote, on s'est quand même un petit peu fait bananer sur... D'accord, en dehors de ça, je veux dire que les mobilisations pour dénoncer le racisme ne sont pas nouvelles. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 83, ça fait 17 ans. Il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme. 100 000 personnes, notamment issus de ces quartiers et en dehors de ces quartiers, sont venus justement dire tout simplement qu'ils voulaient être reconnus comme des gens à part entière. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est ce que je vous dis, c'est une opportunité peut-être. Il ne faut pas oublier l'affaire Adama, parce que l'affaire Adama, c'est un vrai sujet. C'est celle qui aussi rappelle d'autres sujets, comme l'affaire Hakim Hajimi, la famille Gay, la famille Lamine Dieng, et d'autres qui sont aussi malheureusement morts pendant ces conditions-là. Donc il va falloir qu'on avance. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui les syndicats, quand nous on les a interpellés, nous disaient on n'a pas à discuter, on est là pour maintenir l'ordre ou ainsi de suite? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui capables, y compris d'interpeller nos responsables politiques pour dire ça suffit, il y a assez de morts d'un côté ou d'un autre? Juste, je reviens vers vous, Stanislas Godon et Guillaume Farr, mais Alexandre Chauveau nous attend. Il est à Nantes avec Élodie Berthe pour BFM TV. Et comme à Marseille, ce que nous montrait Antoine Forestier, les manifestants ont mis un genou à terre. Oui, exactement. Rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans le calme qui se sont agenouillées il y a quelques minutes à peine, symboliquement, effectivement, le poing en l'air, en hommage notamment à George Floyd et Adama Traoré. Des références aussi nombreuses à Steve Mayakanisso, ce jeune Nantais qui est mort noyé presque il y a un an jour pour jour. C'était au soir de la fête de la musique l'an dernier, après une intervention contestée des forces de l'ordre. La manifestation est extrêmement pacifique pour l'instant. On entend de très nombreux applaudissements et des chants qui dénoncent les violences policières en général. Et c'est sans doute le message le plus important envoyé ici à Nantes, davantage peut-être même que la dénonciation du racisme dans la police, même si évidemment dans l'esprit de très nombreux manifestants, ces deux thématiques sont liées. La manifestation est interdite par le préfet de Loire-Atlantique pour des raisons sanitaires, mais elle a tout de même lieu et pour l'instant dans le calme. C'est une bonne nouvelle, merci beaucoup. Alexandre Chauveau, Stanislas Godon, vous vouliez rebondir sur les propos de Mohamed Mesrach? Oui, alors d'abord très brièvement pour dire que malgré des manifestations interdites par arrêté préfectoral, les manifestations se sont bien passées parce qu'il y a eu un comportement digne aussi des manifestants, et ça je crois qu'il faut le noter. La police nationale du coup n'a pas eu à intervenir, et je crois que ça aussi c'est un signal qui est plutôt intéressant à noter. D'autre part, quand on parle notamment du respect, la police, pour être respectée, il faut qu'elle soit respectable, ça tout le monde va l'entendre, mais il faut aussi c'est plus que quand vous le dites que quand on vous le demande, évidemment. Bien sûr, mais il faut aussi que le respect vis-à-vis de la police, et notamment, moi je pose la question, nous n'avons toujours pas le retour des sanctions judiciaires lorsqu'on outrage un policier, lorsqu'on se rebelle à l'encontre d'un policier ou lorsqu'on commet des violences à l'encontre d'un policier. C'est que la lenteur de la justice qu'on reproche contre les policiers, vous la constatez aussi vous en tant que policier? Ah ben oui, mais c'est surtout qu'on n'a pas de bilan. On n'arrive même pas à avoir le suivi judiciaire des attaques, notamment des personnes qui sont interpellées lorsqu'ils jettent des cocktails Molotov, lorsqu'ils crachent sur un policier, lorsqu'ils outragent. Parce que ça c'est très très intéressant, les outrages. Parce que ça commence par là. Le dialogue, je crois que c'est un mot qui est important, le dialogue. Vous en parliez tout à l'heure. Alors justement, la transition, merci de votre question, mais comment vous faites comment fait-on pour sortir de ces mobilisations en attendant évidemment les résultats de l'enquête sur la mort de Adama Traoré, mais comment fait-on en attendant pour renouer le dialogue? On évoquait avant votre arrivée, Monsieur Godon, la disparition des îlotiers, des commissariats de quartier. Est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui? Est-ce que c'est pour vous ce
qui vraiment fait défaut pour qu'on puisse recréer du lien entre la population, quelle qu'elle soit, et la police, quelle qu'elle soit? Très compliqué à mettre en place dans l'état actuel des effectifs de la police nationale parce que prenons l'expérience notamment de la police de sécurité du quotidien que connaît très bien Guillaume. La police de sécurité du quotidien a été mise en place, mais au détriment de quoi? Il y a certains endroits où il n'y a même plus de police secours parce que chaque élu a voulu avoir sa police de sécurité du quotidien. Donc il ne faut pas non plus déshabiller les uns pour habiller les autres. Donc je crois que dans cette équation un peu insoluble, il faut d'abord, alors je pense, assainir le trafic de drogue, notamment dans certains quartiers, qui, à mon avis, gangrène, prend en otage une grande partie de la population, et ça, c'est vraiment très regrettable. Nous regrettons, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas des sanctions extrêmement fermes à l'encontre de ces individus qui gangrènent ces quartiers, qui parfois proposent des milliers d'euros pour simplement faire le guet. Ça aussi, c'est insupportable pour ces personnes qui vivent dans ces quartiers et qui parfois n'ont pas le choix, d'ailleurs, de vivre dans ces quartiers. C'est ce que nous disait en substance Mohamed Meshmach, c'est-à-dire la cohabitation entre deux formes de population, une ultra-minoritaire qui peut tomber sous le coup de la justice et une ultra-majoritaire qui, elle, est d'ailleurs sans doute dans la rue cet après-midi pour dénoncer le sentiment d'ostracisation. Le retour de policiers dans les quartiers, plus de moyens dans les quartiers, on a le sentiment que ce ne serait pas suffisant et que la rupture est désormais assez profonde, assez nette. La rupture est assez profonde, oui, assez nette. Je pense qu'il faudrait. Écoutez, ce que je vous disais, il y a une dégénération qui arrive, la 4e génération. Je vous ai dit, elle a pu vivre, elle a pu palper ce que leurs aînés ont vécu. Donc c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Ça veut vraiment dire qu'à partir de là, il va vraiment travailler au plus profond du malaise. Je voudrais juste rappeler aussi que, y compris quand il y avait la police de proximité, encore une fois, quels moyens on donne aussi à ce que ceux qui viennent dans ces territoires-là sont les plus aguerris. Ceux qui sont en capacité, aujourd'hui, de prendre du recul. Quand il faut faire de la répression, personne ne dira rien. Quand il faut dialoguer, il faut pouvoir le faire, ou ainsi de suite. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont envoyées dans ces quartiers-là, ce sont des jeunes qui sortent de l'école. Vous avez en face d'eux d'autres jeunes qui portent d'autres casquettes différentes. Et à partir de là, les gens arrivent avec une peur dans ces territoires-là. Ces quartiers sont stigmatisés, pointés du doigt comme si c'était des zones où effectivement on ne pourrait pas bien vivre. Voilà, moi je suis content, j'ai toujours vécu dans ces quartiers et je suis ravi et heureux d'y vivre et ma famille y vit encore et j'y suis encore. Eh bien non, c'est pas vrai. Il y a aussi effectivement des gens qui clairement aujourd'hui, tous les matins, font en sorte clairement que les choses se passent bien dans leur territoire. On a montré que des choses négatives dans ces quartiers. Combien de gens font des choses formidables? Combien de gens se battent pour qu'aujourd'hui, dans ces territoires-là, des gens puissent réussir? Y compris, croyez-moi, ce qu'on dénonce, c'est que regardez, si on fait un peu le tour des personnes issues de cette immigration, et j'ai même pas envie de parler de ça parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui de la 4e génération qui sont français à part entière. Le taux de réussite, en termes de réussite et de hiérarchie sur des postes à haute responsabilité, on les compte. On ne peut pas ne pas le nier. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Au Sénat, c'est pareil. Il y a aujourd'hui une France, j'y ai cru, en 98, la France black, blanc, beurre. Tout le monde a cru que ça y est, ça allait se libérer. Et finalement, la génération qui arrive, la 4e, a le sentiment, encore une fois, qu'on fait un pas en arrière, 10 pas. Un pas en avant, je veux dire, 10 pas en arrière, et on n'avance pas dans ces situations. Donc il va falloir, à un moment ou à un autre, encore une fois, je vous le dis clairement, que si demain, on doit recaler une confiance entre police et population, il va falloir faire des efforts, y compris dans ceux qui viendront travailler dans ces quartiers, avec une expérience et la possibilité de prendre assez de recul pour pouvoir accompagner comme les professeurs quand ils arrivent dans ces territoires-là. C'est exactement la comparaison que j'allais prendre. Voilà. Les propos de Mohamed Meshmach résonnent aussi quand on parle d'éducation, en disant les profs qui arrivent dans certains quartiers ne sont pas assez expérimentés. Il y a cette problématique aussi des forces de l'ordre. Les statistiques donnent raison à monsieur. Il y a 80% des jeunes gardiens de la paix qui sont provinciaux. Donc vous prenez une population de gardiens de la paix tout jeune, qui va sortir d'école, 80% est originaire de province. Et sur cette population-là, 60%, les 2/3, va être affecté en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, où ça? Dans des zones périurbaines ou dans des quartiers sensibles. Quel est leur niveau de connaissance de ces espaces, de ces territoires? Quasi nul, ils n'y ont pas grandi. Donc ils n'en connaissent ni la population, ni les codes, ni les modes de vie, ni les usages. Et donc il y a cette acculturation qui est brutale pour eux, qui est difficile, sans compter les difficultés qu'ils rencontrent à se loger
bouger parce que c'est pas toujours évident pour eux de trouver un logement en Île-de-France qui soit suffisamment éloigné pour respecter leur sécurité, mais néanmoins suffisamment près pour que ça ne pèse pas non plus sur leur état de fatigue quand on est trop éloigné de son lieu de travail. Mais à cela s'ajoute le fait que quand vous connaissez pas un territoire, quand vous n'y êtes pas ancré pleinement, quand vous n'y vivez pas, comment vous voulez créer des liens et qui sont des liens de connaissance et donc de confiance, parce que la confiance elle vient de la connaissance. C'est-à-dire que si vous connaissez personnellement les gens qui vivent dans les quartiers, évidemment vous n'avez pas le même regard sur eux que lorsque vous les côtoyez assez peu. Et vous rajoutez à cela le fait que maintenant la police dans ces quartiers-là est beaucoup une police hors sol, où on envoie d'ailleurs les compagnies républicaines de sécurité en appui, en police d'appoint, alors même que par définition eux ils sont encasernés très loin de ces quartiers-là. Et donc vous arrivez à une situation où la police est complètement déterritorialisée, où les commissariats de quartier ont disparu, où les policiers sortent assez peu de leurs véhicules, ou alors quand ils y sortent, parce qu'ils redoutent d'être victimes de violences, ils ont un équipement qui n'incite pas non plus du fait de son caractère un peu impressionnant, du niveau de protection, au contact, au dialogue, à la discussion. Et donc en fait c'est tout un logiciel de la confiance police-population qui est entièrement à repenser. Stanislas Godon, je reviens vers vous dans un instant. Avant cela, je voulais commenter juste cette image que nous voyons en direct depuis quelques instants. C'est au Champ de Mars, avec comme à Marseille, comme à Nantes, les manifestants qui ont posé un genou à terre pour dénoncer le racisme. Comment vous expliquez, Stanislas Godon? Est-ce que d'abord vous partagez cet état de fait, ce que vous êtes Guillaume Fay, comment vous expliquez qu'on envoie des jeunes provinciaux inexpérimentés dans les quartiers les plus compliqués? Tout simplement parce que il faut savoir que lorsque les policiers arrivent en Île-de-France, ils y sont d'abord contingentés pendant un certain nombre d'années, et puis après, certains qui sont issus notamment de la province retournent effectivement dans leur zone géographique d'origine. Et ça, ce système-là, en fait, des mutations, qui est tout à fait normal. Personne pourra, je dirais, interdire aux policiers d'avoir le droit, notamment à la mutation et de rejoindre mais est-ce que ça une peut partie avoir de famille. Conséquences sur leur appréhension de certaines situations? La conséquence, c'est effectivement, comme le disait Guillaume, c'est que beaucoup de jeunes collègues issus de la province arrivent en affectation principale, notamment sur l'Île-de-France, puisque c'est le plus gros des concours, notamment au sein de la police nationale du ministère de l'Intérieur. Donc c'est vrai que ça pose un problème sur l'inexpérimentation entre guillemets. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Ils arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas, souvent un univers quand même ultra violent, il faut le reconnaître. Je rappelle, 18 collègues blessés par jour, ce n'est pas rien. C'est un chiffre qui est d'ailleurs assez effarant. Et c'est vrai que lorsqu'ils sont confrontés à cette ultra-violence, à ces insultes, c'est très compliqué d'avoir aussi cette hauteur qu'on pourrait avoir par rapport aux interventions. Mohamed Meshmash, vous qui vivez dans ce que l'on appelle les quartiers depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce que vous avez constaté justement au fur et à mesure l'inadaptation d'une certaine forme de police à l'évolution d'une situation très particulière et qui s'est tendue dans ces quartiers? Bien sûr, moi je vous dis, j'ai vu toute cette évaluation qui, pendant des années, s'est totalement transformée. Je veux dire, encore une fois, je vous dis, il y avait les îlotiers. Ensuite, on les a... Mais des îlotiers qui viendraient de province et qui seraient trop jeunes, est-ce qu'aujourd'hui ils seraient efficaces? Non, ça serait pas bon. D'accord. Je vous dis honnêtement. Ça serait pas bon. Je pense qu'il faut aujourd'hui des personnes aguerries. Je pense qu'encore une fois, je vous dis qu'il faut qu'on ait assez de recul pour pouvoir encore une fois mesurer. Comme disait Guillaume, si je peux me permettre, disait bien qu'encore une fois, on connaît plus les codes. Encore une fois, les images qu'on a montrées de ces quartiers ont toujours été une forme de violence. Donc on a l'impression qu'on va dans un territoire de guerre. Voilà, rappelez-vous au moment où ils nous ont proposé aussi tout simplement une police, comment on appelle ça, pas de proximité, mais... sécurité du quotidien. Pas la sécurité du quotidien, c'était encore sous la droite, si je ne me trompe pas. Il y avait une police où... Quel était son rôle? Son rôle, c'était tout simplement de descendre dans la rue. Mais croyez-moi que quand on les a observés, ils descendaient comme si c'était dans un territoire ennemi, comme si on était un territoire en guerre. Alors qu'en fait, on a besoin... nous-mêmes d'être sécurisés. On a besoin, encore une fois, d'une police, et notamment, pourquoi on n'aurait pas le droit à la même police que celle qui est dans le 16e, dans le 14e? Figurez-vous que, y compris sur la police qui est dans les arrondissements parisiens, la fermeture des commissariats de quartier pour les Parisiens qui vivent dans Paris intramuros, ça a aussi été une tragédie. C'est-à-dire que le commissariat de quartier, c'était un lieu de vie. Il était pleinement ancré dans son quartier, tout le monde y passait. Les policiers connaissaient les gardiens d'immeubles, ils avaient un suivi même des personnes qui souffraient de pathologies mentales, on suivait les aliénés. Quand il y avait des enquêtes, notamment des enquêtes judiciaires, la première chose que faisaient les enquêteurs, c'était d'aller passer au commissariat
de quartier, où il y avait une information, une connaissance du quartier. Et ça, aujourd'hui, y compris dans Paris Intramuros, ça a été perdu, notamment du fait des restrictions budgétaires, de la restriction des effectifs, de la fermeture de tous ces lieux-là. Et donc, le discours que l'on entend aujourd'hui, c'est un discours où il faudrait reterritorialiser la police via la police municipale. Et en fait, on irait confier à la police municipale ce que la police nationale aurait perdu. C'est dommage parce que dans le contact, dans la relation, dans le lien, se crée aussi la confiance. Stanislas Godon, je voudrais qu'on revienne sur le sujet de façon plus claire, sur le sujet des ce qu'on appelle les violences policières, même si je sais que Guillaume m'a déjà rappelé la bonne rhétorique, comment dit-on, on peut dire soit violence dites commises par des policiers, ou alors, si on veut prendre l'appellation du code de procédure pénale, voilà, c'est violence commise par personne dépositaire d'autorité publique. C'est plus long, mais c'est sémantiquement plus neutre. Quand on en parle, Stanislas Godon, je laisse Guillaume évidemment le spécialiste. On a le sentiment qu'il y a parfois, alors selon évidemment le côté auquel on se trouve, mais qu'il y a le sentiment entre la violence illégitime de la force, la bavure et le crime raciste. On a le sentiment que, par exemple, dans cette affaire Adama Traoré, il y a confusion, addition, et il n'y a pas de discours très clair. Aujourd'hui, quel est votre sentiment, en attendant évidemment les résultats de l'enquête? Parce qu'on entend des choses extrêmement violentes et parfois une sorte de retrait des forces de police ou des forces de gendarmerie disant on n'a rien fait. Quelle est la distinction que vous faites, vous, en tant que représentant d'un syndicat policier? Alors d'abord, il y a une grande confusion lorsque les policiers font usage de la force. En fait, tout le monde crie au loup et dit ce sont des violences policières. Mais c'est pour ça que je demandais à Guillaume cette question qui est importante. Lorsqu'il y a l'usage de la force, qui devient légitime ou pas, selon le contexte, soyons très clairs. Et après, seulement lorsqu'il y a des enquêtes et qu'il y a, par exemple, un dépôt de plainte, là, après, on pourra parler de violence. Et ça, ce sera le tribunal qui décidera si, oui ou non, il y avait effectivement une violence. Mais l'usage de la force est prévu pour les forces de sécurité, notamment. Lorsqu'il y a un acte de rébellion. Un acte de rébellion, c'est une opposition violente à une action de police, qui est passible de 2 ans de prison. Bon. Qui est très rarement condamné. En général, c'est plutôt des rappels à la loi, parce que bon, c'est un autre problème, c'est l'histoire de la justice et comment elle réprime notamment toutes les attaques envers les forces de sécurité. Donc, il faut arrêter en fait avec ces images souvent qui sortent et qui d'ailleurs diffusent le visage des policiers. On est en train de mener un combat contre ça, qui n'apporte absolument rien d'ailleurs à une enquête. Et nous, on souhaiterait que réellement les policiers soient protégés pour leur sécurité, parce que je rappelle que les policiers, dans le cadre de hors service, parfois reçoivent des courriers à leur domicile, parfois sont suivis, et puis parfois, ça c'est le truc qui est vraiment le plus grave, c'est notamment l'acte terroriste Magnanville par exemple. Donc voilà, il faut... Oui, exactement. Voilà. Donc il faut arrêter en fait de monter en fait ce dossier de l'usage de la force en lui mettant tout de suite l'étiquette de la violence policière. Parce que dans ce cas-là, on condamne de fait de suite. S'il y a un usage de la force qui n'est pas légitimé par un contexte, par notamment une attaque, puisque en fait on riposte par rapport à une attaque. C'est comme dans le cadre du maintien de l'ordre, quand on nous jette des cocktails Molotov ou des pavés, effectivement, il y a des sommations et il y a un appel à dispersion et les collègues spécialisés en maintien d'ordre vont faire un bond offensif ou une charge par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Précision essentielle. Un point sur le terrain avant Nantes dans un instant. De nouveau, le Champ de Mars, Paris, Igor Saïri. Il y a encore de nombreux manifestants. J'ai du mal évidemment à les dénombrer, mais encore de nombreux manifestants qui ont déposé un genou à terre. C'est le geste fort de cette journée. Oui, absolument. Nous sommes sur le 2e rassemblement parisien, rassemblement interdit, on le rappelle, pour des raisons sanitaires notamment et des risques de débordement. Nous sommes face à l'hôpital militaire, donc collé au Champ de Mars. Il y a encore du monde, effectivement, Ronald, plusieurs centaines de personnes, on va dire. J'ai tout de même constaté que beaucoup partaient. D'ailleurs, Joe Starr, que j'ai croisé à l'instant, qui participait à ce rassemblement, vient de quitter les lieux. Effectivement, ça a été un moment très fort, ce genou à terre, qui évidemment rappelle les différents hommages qu'il y a eu ces derniers jours aux États-Unis et à l'afro-américain George Floyd. D'ailleurs, on peut lire de nombreux slogans
en anglais notamment, celui qu'on connaît maintenant tous, Black Lives Matter, la vie des personnes noires compte, no justice, no peace, pas de justice, pas de paix. Voilà ce que l'on peut lire sur beaucoup de pancartes à ce rassemblement parisien. Population relativement jeune de ces participants et puis surtout dans le calme. C'est ça qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il n'y a pas eu un seul débordement. Présence policière évidemment importante, mais pas de débordement, pas de violence non plus. Tout se passe dans le calme pour le moment, avec des slogans, avec des chants, dans une ambiance qui laisse penser que les choses pour l'instant se dérouleront normalement jusqu'à la fin de ce rassemblement. Merci beaucoup Igor pour ces précisions sur le Champ de Mars à Paris. Alexandre Chauveau, vous êtes toujours à Nantes avec Élodie Berthe. C'est calme à Paris, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours le cas à Nantes? Oui, exactement. Vous voyez toujours ce rassemblement de plusieurs milliers de personnes qui ont multiplié les chants et les actions symboliques cet après-midi pour réclamer la justice pour les victimes de violences policières. On les a vus tout à l'heure s'agenouiller symboliquement, comme à Paris et comme dans les autres villes, le poing en l'air en hommage notamment à George Floyd et à Adama Traoré. Ici à Nantes, on a aussi entendu de nombreuses références à Steve Mayakanisso, le jeune Nantais qui est mort noyé l'an dernier, le soir de la fête de la musique dans la Loire, après une intervention contestée des forces de l'ordre. Ça a été une manifestation pacifique qui semble se terminer dans le calme et ça a été le cas tout au long du parcours. On a entendu de très nombreux applaudissements, des chants qui ont dénoncé les violences policières en général, tout comme le racisme dans la police. La manifestation était interdite par le préfet de Loire-Atlantique, mais les forces de l'ordre étaient absentes. La manifestation a donc eu lieu, elle est donc en train de se terminer, alors que plusieurs personnes qui ont pris la parole tout à l'heure ont déjà invité les personnes rassemblées à se réunir de nouveau lundi prochain. Merci beaucoup Alexandre Chauveau, place du commerce à Nantes avec Élodie Berthe pour BFM TV. Stanislas Godon, vous allez quitter le plateau de 7 jours BFM dans un instant. Avant cela, je voudrais que vous écoutiez et que nous écoutions ensemble les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était ce matin, député La France Insoumise de Marseille. Il a eu des mots très durs contre la police française. Les syndicats de police se comportent d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier, parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Le syndicat de police qui est capable de menacer des juges, comme l'a fait le syndicat Alliance, sans que ni la garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur ne disent rien, qui est capable d'assiéger un siège politique, en l'occurrence le mien, sans que personne ne dise rien, des officiels de ce pays, eh bien c'est un problème. Jean-Luc Mélenchon qui fait notamment référence évidemment à la perquisition du siège de la France Insoumise et à son désormais célèbre face-à-face La République, c'est moi. Stanislas Godon, vous êtes donc secrétaire national de ce syndicat Alliance Police Nationale que Jean-Luc Mélenchon a critiqué en tout cas ce matin. Quelle est votre réponse à cette mise en cause ? Alors d'abord, monsieur Mélenchon n'est pas à son premier coup d'éclat et à son premier coup de gueule contre notre syndicat. Ne lui en déplaise, même s'il a déjà été condamné, notamment pour des faits de provocation et pour avoir aussi bousculé d'ailleurs un procureur, il me semble, lors de c'est la perquisition du siège de son parti politique. Quoi qu'il en soit, et ne lui en déplaise, nous, syndicats de police, effectivement, on défendra les policiers. Et contrairement à ce qu'il dit, nous avions notamment expliqué que s'il y avait des sanctions qui étaient injustes à l'encontre des policiers, alors qu'ils en avaient pris plein la figure pendant les manifestations notamment, effectivement, on mènerait des actions syndicales. Ce ne sont pas des menaces. Quant au deuxième élément qu'il évoque, s'il est contre la liberté de manifester, dans ce cas-là, il faut qu'il le dise très clairement. Et effectivement, il faut qu'il propose une loi pour interdire de manifester en France. Mais je ne crois pas que ce soit dans sa fibre. A priori, non. Ben non, je crois pas. Merci beaucoup Stanislas Godon d'avoir été sur le plateau de 7 jours BFM. Je vous laisse quitter ce plateau. Guillaume Fard, ça reste quand même quelque chose. On a toujours en filigrane Jean-Luc Mélenchon à l'instant, mais on a entendu beaucoup de manifestants aujourd'hui. Sentiment d'impunité pour les policiers. Oui. C'est toujours quelque chose qui revient, et là encore, Mohamed Mechmash le dirait, ce n'est absolument pas nouveau. Comment on l'explique? Est-ce que ça se traduit concrètement? Oui, il y a plusieurs. Alors il y a plusieurs niveaux de lecture de cette accusation de partialité de la police nationale ou d'impunité de certains policiers. La première chose peut-être qu'il faut rappeler, c'est que on dit souvent la police a le monopole de la violence physique légitime, en reprenant l'expression de Max Weber. Autrement dit, la violence
violence, seuls les policiers pourraient l'exercer. Institutionnellement, c'est vrai, mais c'est vrai avec une contrepartie qui est quand même importante, qui est le contrôle. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un citoyen, vous, moi, monsieur, ne peut pas exercer la violence spontanément, c'est précisément parce qu'il n'est pas soumis au même niveau de contrôle que la police qui, elle, peut l'exercer légitimement parce qu'il y a du contrôle. Maintenant, si vous estimez que ce contrôle est défaillant et que vous accusez, notamment dans le cas de la police, l'inspection générale de la police nationale, de mal exercer ce contrôle ou de ne pas l'exercer du tout, eh bien, vous pouvez, du coup, venir attaquer même le monopole de la violence légitime des policiers. Et donc, il y a une attaque qui est quand même très politique de l'IGPN en disant mais l'IGPN ne fonctionnerait pas bien. Et puis ça va même au-delà, c'est de dire que des policiers ne pourraient pas contrôler des policiers. Dire cela, c'est une remise en cause quand même profonde du fonctionnement de notre administration, puisque l'inspection de l'éducation nationale, c'est des professeurs qui inspectent des professeurs. L'inspection des affaires sociales, c'est pour certains des anciens médecins qui vont aller inspecter d'autres médecins et ainsi de suite. Ou l'ordre des notaires, c'est des notaires qui contrôlent des notaires. Donc on peut avoir une forme de contrôle interne d'une organisation. Après, l'inspection générale de la police nationale, ce dont elle souffre aussi, c'est d'une méconnaissance de tout son travail. On citait tout à l'heure le rapport annuel qu'elle produit. Il y a quand même eu 1500 enquêtes réalisées en 2019. Mais ça, on le dit assez peu. Et on parle assez peu non plus des sanctions et des condamnations qui sont prononcées. Parce que médiatiquement, elles intéressent beaucoup moins. Un petit peu comme à la manière de ces services de renseignement qui déjouent beaucoup d'attentats dont on ne parle jamais, mais on mettra le coup de projecteur sur l'attentat qui a eu lieu. Et ça, c'est la principale difficulté de l'inspection générale de la police nationale. Mohamed Meshmash, on a beaucoup parlé de ce qui n'allait pas, de comprendre évidemment la situation dans certains quartiers, ce sentiment d'ostracisation d'une partie de la population française. Que faudrait-il selon vous pour que ça fonctionne ou que ça refonctionne? Déjà, tout à l'heure, les milliards ne suffisent pas. Ça, c'est inconscient. Non, c'est pas ça. C'est comment ils sont fléchés sur tous ces milliards. C'est important. Je veux dire, encore une fois, je pense que le dialogue est important et qu'il faut qu'on n'ait pas rupture de ce dialogue. Mais il faudrait tout simplement aussi qu'une fois qu'on a cette expertise, cette expérience des situations, j'avais envie de dire syndicaliste qui était à côté de moi, de lui dire que il y a 20 ans, c'était d'autres collègues à lui, avec qui j'étais déjà en train de discuter de ces questions-là. Je me suis retrouvé sur des plateaux où je discutais avec M. Boer et tout le reste de ces questions-là encore. Je me retrouve encore à discuter 20 ans après sur ces questions-là. Je veux dire, si à partir de là, on n'arrive vraiment pas à faire un stop, un arrêt sur image pour dire attendez, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne va pas, on ne va pas continuer comme ça parce qu'on va droit dans un mur. Et là, ce que je vous dis encore une fois, c'est il y a des affaires qui ne sont pas terminées. Il y a des gens qui, clairement, ont le sentiment comme la famille Adama Traoré, Assa Traoré, qui aujourd'hui porte ce combat. Mais elle ne le porte pas que pour elle le porte pour tous ceux qui, clairement, aussi ont vécu ces situations ou risquent peut-être, et c'est pas ce qu'on souhaite, de le vivre, que ça cesse. Pour que ça cesse, il va falloir encore une fois que, y compris autour de cette table, il y a la justice, il y a effectivement nos responsables politiques, la police, et tous ces acteurs qui sont là aujourd'hui et qui vivent dans ces territoires-là, qui sont présents. C'est-à-dire que je parle encore des acteurs qui, clairement, malheureusement, souvent, quand il y a des incendies qui démarrent, c'est ces petits acteurs, là, ces petites associations qui sont bien ancrées dans ces territoires, qui éteignent ces incendies et qui, malheureusement, de temps en temps, ne sont pas aussi reconnus comme ils devraient l'être. Donc, est-ce qu'on saisit cette opportunité? Encore une fois, tout est fait dans le calme. Et ça, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces personnes sont dignes, viennent manifester dignement sur le sentiment que la justice ne leur est pas due. Et il va falloir qu'on prenne en compte tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir essayer d'avancer. Et remettre aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, du personnel avec du recul, ceux qui ont de la bouteille. La déontologie est quelque chose qu'il va falloir rediscuter parce que le tutoiement de certains policiers, le comportement de certains policiers ne sont plus acceptables et plus du tout tolérés. Et des gens ont le sentiment d'être humiliés, c'est déjà assez compliqué socialement. On voit que dans ces territoires, il y a beaucoup de précarité. Et si c'est pour les mettre à terre, ça va être juste pas acceptable et pas possible pour pouvoir avancer. Un état des lieux et des débuts de solutions ce soir dans cette journée. Un Grenelle de tout ça. Quoi. Le message est passé. Igor Sayeri, vous êtes aux côtés des manifestants qui sont toujours Champ de Mars à Paris. L'heure est-elle à la dispersion ?
Toujours pas, Ronald, toujours pas. Non, ça n'a pas vraiment évolué depuis maintenant une bonne heure. Il y a toujours quelques centaines de personnes. Des participants qui sont partis quand même depuis. Il y a moins de monde que lorsque le rendez-vous était donné à 17h devant cet hôpital militaire parisien, donc collé au Champ de Mars. Il y a toujours beaucoup de slogans. Il y a un participant avec un haut-parleur qui crie les revendications, ces revendications que l'on peut lire, notamment sur beaucoup de pancartes, Black Lives Matter, No Justice, No Peace. J'ai pu lire aussi encore combien de décennies à protester pour l'égalité, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, se rassembler contre les violences policières, mais aussi contre le racisme, contre ce sentiment d'impunité dans la police, en tout cas c'est ce qu'estiment ces participants, et puis aussi envie que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. Ils estiment qu'il y a trop d'inégalités dans la façon dont les policiers interpellent les gens de couleur. C'est ici, précisément à Paris, qu'ils viennent dénoncer aujourd'hui. Il y a des références aussi à Adama Traoré, bien évidemment, référence aussi au rassemblement où 20 000 personnes ont participé mardi dernier. En tout cas, pour l'instant, ce rassemblement se passe dans le calme, avec uniquement des applaudissements et des slogans criés régulièrement ici. Merci beaucoup Igor pour ces précisions. Champ de Mars à Paris. Guillaume Fard, on évoquait à l'instant l'affaire Adama Traoré, qui a connu un rebondissement, peut-être une conséquence d'ailleurs de la mobilisation de mardi dernier. La justice a fait savoir qu'elle allait auditionner rapidement, prochainement, 2 témoins dont on dit que ce sont des témoins clés. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Alors ils sont clés d'abord parce que, il faut le rappeler, parmi ces 2 témoins, il y a l'homme chez qui Adama Traoré s'est réfugié après s'être soustrait à une première interpellation, et il y a également une femme qui, elle, a participé à cette même première interpellation. Ces 2 témoins, ils avaient été entendus par les enquêteurs, mais ils n'ont pas été entendus par les magistrats. Et donc le rebondissement, c'est que les magistrats vont les entendre. Ce que cela peut éventuellement changer, c'est un rebondissement dans cette affaire. En tout cas, selon la version qu'ils donneraient aux magistrats, l'enquête pourrait prendre une autre tournure. Les magistrats pourraient, par exemple, ils se sont toujours refusés jusqu'à présent, mais décider d'une reconstitution. L'avocat des familles... C'est ce que demande la famille. Exactement. Demande une reconstitution. Ça a été refusé à plusieurs reprises. En tout cas, il y a une certitude, c'est que pour les familles, pour la paix des familles, la vérité judiciaire est due. Elle est due aussi pour les 3 gendarmes qui sont mis en cause depuis 4 ans et qui ont aussi besoin que cela s'arrête. Et si on s'arrête un instant d'ailleurs sur ces 3 gendarmes, il faut quand même dire que cette semaine, on a entendu beaucoup de choses qui sont assez inexactes et voire même dans un certain cas assez glissantes. On leur a prêté une intention. On leur a prêté l'intention d'avoir commis un acte raciste. Ils s'en sont toujours défendus jusqu'à présent. Et la présomption d'innocence vaut aussi pour eux. C'est-à-dire que l'enquête qui n'est pas terminée, ça veut dire que la famille a droit à la vérité judiciaire, mais ça veut dire que les 3 gendarmes mis en cause ont aussi droit à la présomption d'innocence. Il y a une parole assez forte du directeur général de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, cette semaine, qui a rappelé aussi cela en disant attention, il ne faut pas non plus bafouer la présomption d'innocence de ces 3 gendarmes, ou pire, aller dire que la gendarmerie nationale en tant qu'institution aurait des intentions racistes ou commettrait des crimes et des crimes racistes. Mohamed Echmash, c'est peut-être ce qui symbolise le plus la rupture et la tension actuelle, c'est qu'on a bien le sentiment que si justice est rendue et qu'elle ne va pas dans le sens de la famille d'Adama Traoré, ça pourrait donner lieu à une explosion. Et pour autant, Guillaume Fard le rappelle, la victime, ses proches, comme les policiers, les gendarmes en l'occurrence, ont droit à la présomption d'innocence. Bien sûr, mais comme tout un chacun. Comme tout un chacun. On a le sentiment tout à fait, ouais. La tension est tellement forte que s'il n'y a pas condamnation de ces gendarmes, on ne le comprendra pas. Écoutez, pas spécialement. Tout ce qu'il demande, c'est qu'il y ait un procès, que ça aille au bout et qu'on arrive effectivement à démontrer que Adama Traoré n'est pas mort par asphyxie. Donc la famille demande qu'une chose, c'est qu'il puisse avoir un procès digne, que tous les éléments soient réunis pour pouvoir aller au bout. Voilà. Vous savez, on a eu d'autres cas comme ça, où clairement il s'est passé des procès où il y a eu des non-lieux, où, je vous le dis, rappelez-vous l'affaire de Ziad Bouna, ça s'est terminé au bout de 10 ans par un non-lieu. C'est pas pour autant que ça a explosé, ça reste dans les mémoires. C'est-à-dire que les gens n'oublient pas. Et certaines pardonneront pas, et ils n'oublient pas. Simplement, je me dis que plus on avance, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ont le sentiment qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui est décédé, suite à une interpellation policière ou ainsi de suite, malheureusement, on leur donne pas raison. À tort ou à raison, je veux dire, mais... Et ce sentiment
finit par aujourd'hui toucher une autre catégorie de jeunes. En 2005, quand il s'est passé pour Ziad Ebouna, il y avait des gamins qui avaient 6-7 ans. Vous les retrouvez aujourd'hui et ils se rappellent en fait que la situation n'a toujours pas évolué dans ce sens-là. On aurait pu continuer évidemment les échanges très longtemps sur ce plateau, mais pas question évidemment d'oublier ce qui se passe dans le même temps aux États-Unis avec ces manifestations, ces cérémonies d'hommage à George Floyd. Elles se multiplient évidemment depuis le 25 mai. Après Minneapolis et cette interminable et magnifique 8 minutes 46 de silence, ça se passe dans sa ville natale de Caroline du Nord, Rayford, si je ne prononce bien, Cédric Fesch. Vous êtes sur place et tout à l'heure vous évoquiez la longue file d'attente d'anonymes venus se recueillir sur la dépouille de George Floyd. Et ce n'est plus le cas au moment où on se parle, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que ça a duré pendant 3 heures où toute la population pouvait venir voir le corps de George Floyd, absolument tous ceux qui le voulaient, et désormais c'est un moment qui va être plutôt consacré à la famille. Et moi je suis allé voir tout à l'heure le corps parce que je voulais vérifier ce que me disaient les gens, et effectivement George Floyd est toujours dans son cercueil doré avec un intérieur en velours bleu. Lui il est habillé en costume, chemise, cravate dans les tons beige. Et effectivement, il a l'air d'avoir les traits apaisés. Alors, c'est un détail, mais c'est important parce que vous savez qu'il y avait une appréhension dans le public de voir George Floyd compte tenu de la mort brutale qu'il a eue. Donc la suite de la cérémonie, ça va être à 15h en heure locale, 21h en heure française, une cérémonie ici avec 600 personnes seulement à l'intérieur de cette chapelle et 100 places qui sont réservées pour la famille. J'ai pu feuilleter le carnet de cérémonie qui était distribué au public et ce serait une cérémonie finalement assez religieuse avec beaucoup de chants et pas du tout un ton militant comme l'était la cérémonie, la première de Minneapolis jeudi. D'ailleurs, c'est vraiment une journée pour le recueillement, pour le souvenir, pas du tout pour les manifestations. D'ailleurs, la consigne était donnée de ne pas protester. Alors, il y a quelques personnes quand même qui sont là avec des banderoles, mais il n'y a pas de grosses manifestations aujourd'hui. Cédric Fesch, on a le sentiment globalement que depuis plusieurs jours, après les incidents assez violents, après les émeutes, on est quand même sur une accalmie très, très claire dans l'ensemble des États-Unis. Oui, il y a eu un tournant très important jeudi, lorsque les 3 autres policiers qui étaient impliqués dans la mort de George Floyd ont été arrêtés et inculpés pour homicide involontaire. C'était une demande de la famille et des manifestants, évidemment, qui voulaient que les 4 personnes soient arrêtées et inculpées. Ça a vraiment tout changé. Cela dit, le problème reste entier et tous ceux qui sont là, alors il y a évidemment beaucoup de gens noirs, beaucoup plus d'ailleurs qu'à Minneapolis où c'était vraiment mélangé entre des gens de couleur blanche et de couleur noire. Là, il y a vraiment une population noire en grande majorité. Ils ont le poing levé, ils ont des affiches pour réclamer la justice. Ils disent, c'est un slogan qu'on entendait beaucoup déjà à Minneapolis, pas de justice, pas de paix. Et tout à l'heure, par exemple, il y a les motards qui sont venus pour faire une parade ici sur le parking à quelques dizaines de mètres des vitres où se trouve George Floyd. On sent vraiment qu'il y a la volonté de continuer ce combat. Tout à l'heure, j'avais des parents qui me disaient aussi, qui venaient avec leurs enfants, une famille noire, et qui me disaient que c'était important de venir rendre hommage à George Floyd parce qu'ils disaient ça pourrait être nous, ça pourrait être mes enfants. Merci beaucoup Cédric pour ces précisions en direct de Rayford en Caroline du Nord, donc théâtre de la 2e cérémonie d'hommage à George Floyd. Merci beaucoup Mohamed Meshmach d'avoir été en direct pendant ces 2 heures dans 7 jours BFM. Merci beaucoup Guillaume Farn. Dans un instant, évidemment, vous le savez, 20h week-end, Gillian Barret qui va revenir sur cette journée de mobilisation à la fois contre le racisme et contre les violences policières. 2 images pour terminer. À Paris, sur le Champ de Mars, où la dispersion n'a pas commencé, et puis à Marseille, une foule assez impressionnante est toujours en train de défiler. Très bonne soirée à vous sur BFM TV. Je vous retrouve demain à 17h pour 7 jours BFM.